Et bien du coup, bienvenue à tout le monde. Merci à François, Mathieu et Laurent de nous avoir rejoints pour cette 13e TEDx qui porte bonheur et qui finit l'année 2020. Donc sur le thème « Je transforme mon projet perso en SaaS avec OSS by Maïf et Clever Cloud ». Un petit mot sur la TEDx, qui est une association qui vise à partager des sujets autour de l'agilité et du DevOps. À l'origine à Tours, on a bien vu que ces derniers temps, on avait un petit peu agrandi les frontières. La TEDx Tours Agile et DevOps Experience n'existerait pas sans ses sponsors. Donc merci à PsyTop et à Sensi, nos deux sponsors principaux, de nous soutenir encore et toujours. Ici c'est Tours, qui est une super marque de t-shirts de Tours. N'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site internet. Et on a choisi de conserver aussi des petits remerciements pour MAM et la Wild Code School qui nous ont accueillis quand c'était encore possible de se voir en vrai, et Palo Alto qui nous ont permis de connaître tout ce petit monde-là. Voilà. Côté calendrier, les dates à retenir. Alors, pour la TEDx, c'est mercredi 13 janvier qu'aura lieu la première présentation de 2021 avec un petit sujet autour de Go, donc Learning by Project qui s'appelle Swing. Voilà, soit en français. Jeudi 11 février, on aura aussi la chance d'accueillir deux filles. Je laisserai les gens aller chercher sur Internet deux copines autour de créer et distribuer un plugin pour Kubernetes en quelques minutes. Et donc, sur un thème du coup de Noël ou de février, je ne sais pas, on verra. Ce sera la surprise, venez. Et concernant les petits copains de Tours, Afub Tours et Tour Jug, eux ont déjà fini leur année 2020, mais je vous invite à suivre sur leur site ou via Meetup les prochaines interventions de leur côté. Voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe autour. Nous, on est Stéphane et Fanny. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet où on récapitule toutes les interventions passées et à venir. Et puis voilà, nous suivre aussi sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Et encore un grand merci à Roxane qui nous a créé notre identité visuelle depuis toujours. À gagner ce soir, le t-shirt, du coup, je vais montrer celui d'Aurélie. Parce que c'est elle qui avait gagné le t-shirt à l'intervention d'Horatio en octobre. Donc voilà, c'est ceci. Et pour le gagner, nos intervenants vont proposer un petit jeu. Donc, il faut bien suivre. Voilà. Et je vais laisser la parole à François, Mathieu et Laurent. Je vais arrêter de partager ça. Et on laisse la parole à Laurent, précisément, pour introduire. Père Noël. C'est moi. Je vais vous raconter ma vie. L'espace d'un instant. Dès que je pourrai partager mon écran. Et pour l'instant, je ne peux pas le faire. Il faut que je te permette de le faire et je n'arrive pas. Alors ça, c'est fou. C'est bien la première fois. Je n'arrive pas à arrêter. J'ai l'impression que tu le partages encore, en fait. Ouais. C'est bon. Yes. Allez, on y va. Partager le desktop. On est fou. Ça lag énormément. Et je clique sur présenter. Et normalement, your Internet connexion de la Vendée. Évidemment, quand on a fait la répète, ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. On est bon. Je transforme mon projet perso en SaaS avec OSS by Maïf et Clever Cloud. Bonjour, je suis Laurent Donguin et je m'occupe de tout ce qui est Developer Relation chez Clever Cloud. Accessoirement, j'habite à Paris la plupart du temps et j'ai une vie sociale bien remplie. Et un des side effects de ça, c'est que j'ai beaucoup de copains restaurateurs. Je vais commencer par faire de l'enfonçage de portes ouvertes. Laurent, excuse-moi, il y a un carré bizarre sur ton écran. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui le vois. Moi aussi. Je pense que carré bizarre. À droite, comme si tu avais une fenêtre, enfin un truc chelou qui s'affichait par-dessus ton écran.
Voilà, là, t'es Ouais, dessus. ça, là. Là, c'est la fenêtre de chat de Zoom. Vous serez En ravis fait, de c'est voir qu'on la ça. voit, mais pas. Ouais, du coup, ok. Voilà, eh ben, je l'ai viré. Et puis, je vais Super. essayer Merci. d'enlever vos têtes aussi, comme ça. Voilà, hop. Donc là, normalement, vous voyez un mec qui est en train d'enfoncer une porte ouverte. Est-ce que vous voyez un mec qui est en train d'enfoncer une porte ouverte? Je ne vous vois plus, donc il faut me répondre oui. Oui. Ça va. Certes, le Covid-19, c'est quand même vraiment relou. Voilà, on va commencer par ça. Et en période relou, souvent, les gens ont des problèmes. Par exemple, ils ont besoin de se numériser, de faire leur transformation numérique. Ou juste, c'est Noël et ils ont besoin de changer, d'installer une imprimante. Et tu fais de l'informatique, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Je sais pas. J'ai un métier, tout ça. J'en ai un peu marre qu'à chaque fois on me demande. C'est pas parce que je fais de l'informatique, bon, voilà. Mais en même temps, on l'a dit, le Covid, c'est quand même relou et j'ai un peu que ça à foutre en ce moment. Donc, on y va. Challenge accepted. J'ai mes potes restaurateurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit alors lui, c'était encore plus rigolo. Il lançait une cave à côté de son resto. Il avait besoin d'un site internet pour lancer cette cave. Je lui ai dit mais il n'y a pas de problème. Je vais t'aider. Et après son idée d'avoir un site pour sa cave, il m'a demandé mais ce serait quand même vachement bien si on pouvait mettre la liste des produits, et puis après on fera du click and collect, et puis ce sera trop cool, comme ça je pourrais vendre mon vin aux gens, etc. etc., etc. Je dis pas de problème. On va commencer par contre par faire un truc simple, parce que chaque chose en son temps. Il ne sait pas comment ça se passe un projet informatique. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui travaillent en cycle en V et d'autres en sprint et de manière itérative. Travaillons de manière itérative et commençons par un simple site statique. Ok. Première question, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je travaille chez Clever Cloud. Nous sommes hébergeurs et éditeurs d'un logiciel de plateforme as a service. Et donc, où est-ce que je vais héberger le dit site? Continuons dans l'enfonçage de portes ouvertes. Et nous allons donc héberger ce site dans le cloud. Une fois qu'on a dit ça, ça nous fait une belle jambe parce que le cloud, en vrai, c'est quoi? Là, c'est le moment où il faut prêter attention. Si vous voulez gagner le t-shirt, il y a un petit rébut affiché à l'écran. C'est une expression anglophone qu'on peut dire à quelqu'un quand il dit quelque chose d'évident. Alors, le cloud, c'est quoi? C'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, sans déconner. Bon, en vrai, le cloud, c'est quoi? Le cloud, c'est du foncier, c'est du hardware, c'est du software, c'est de plus en plus globalement du soft. Je m'explique en prenant pour exemple Clever Cloud. Quand je dis que le cloud, c'est du foncier, à la base, pour avoir un ordinateur allumé, il faut le mettre quelque part, il faut qu'il soit branché à un réseau et il faut qu'il soit branché à l'électricité. Donc nous, on a deux prestataires data center qui s'appellent Equinix et qui s'appellent Zayo. Alors ça c'était pour la zone managée par Clever Cloud, mais en fait on a aussi d'autres prestataires comme OVH, on a aussi des zones privées, etc., etc. Mais pour la zone principale de Clever, c'est Equinix et Zayo qui nous fournissent des mètres carrés, de l'électricité, du réseau, des placards pour installer les machines, etc., etc. Donc voilà, quand je dis que c'est du foncier, voilà, faut mettre du mètre carré. Ok, c'est du hardware et du software. Alors sur la partie hardware et software, nous, on ne fait pas tout. On est en collaboration avec une boîte qui s'appelle Squark. Et Squark, c'est les gens qui viennent, entre guillemets, gérer notre infrastructure à nous, qui vont s'occuper de gérer le réseau chez Equinix, qui vont s'occuper de gérer notre matos. C'est-à-dire quand on commande du matériel, c'est eux qui le reçoivent, c'est eux qui l'installent. Quand il y a un disque dur qui crame, c'est eux qui vont le remplacer. Donc ça, c'est Squark. Et tout ce matos-là, il est fourni par, nous, on utilise HPE, Intel, Nvidia pour acheter nos machines. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'Equinix, Zayo, Squark, HP, Intel, Nvidia et les quelques autres que j'ai oublié de mentionner forment notre infrastructure. C'est ce qui nous permet de travailler. Nous, on s'appelle donc Clever Cloud et on fournit un logiciel qui permet à nos clients, à nos utilisateurs,
d'héberger, de déployer leur applicatif, leur service chez nous. Nous, notre boulot, c'est d'utiliser toute l'infra fournie par Equinix, Zayo, Squark, HP, etc., pour pouvoir vous la fournir de manière la plus simple possible. Donc là, normalement, ce que vous avez vu, c'est une chaîne de fournisseurs d'infra. Ça a du sens. On aurait pu rajouter EDF comme fournisseur d'infrastructure, par exemple, de Zayo et Equinix. Et je prends EDF comme exemple parce que c'est assez intéressant. Si on prend les choses un peu au global, il y a 200 ou 300 ans, quand on avait une usine, la plupart du temps, il y avait une source d'énergie à côté. Parce qu'il n'y avait pas EDF, il n'y avait pas le smart grid, il n'y avait pas tout ça. Donc les mecs, ils avaient leur usine et puis ils étaient à côté d'un barrage, ils avaient une centrale à charbon. Et puis ils étaient survenus tout ça parce qu'ils avaient besoin d'énergie, donc d'infrastructures pour faire leur boulot. Et puis un jour, tout ceci, c'est comment dire ça? Tout ceci, c'est standardisé. Il y a des gens dont le métier a été de fournir de l'énergie, par exemple EDF. Et donc, ces boîtes qui avaient leur propre source d'énergie ont dû se transformer. Quand on parle en ce moment énormément de transformation numérique ou de transformation digitale pour les franglophones, c'est la même chose. En fait, de mon point de vue, la transformation numérique, c'est vous étiez une boîte d'informatique, et vous êtes probablement toujours une boîte dont l'informatique fait partie du métier, et il y a quelques années, le cloud n'existait pas, ce n'était pas une commodité d'avoir des machines en un clic sur Internet. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des machines et puis vous les mettez chez vous. Et du coup, vous internalisez toute cette compétence, etc., en interne. Le marché évolue, tout ceci se standardise un poil, et du coup, vous avez des fournisseurs qui font ça mieux que vous pour moins cher. Donc, le but du jeu, c'est de se transformer, d'arrêter de faire toutes ces choses qu'on a internalisées et d'utiliser les produits qui existent. Et alors, moi, il y a un truc qui me rend ouf. Quand tout le monde parle de transformation numérique, ils arrivent à t'expliquer qu'une start-up, elle doit se transformer. Et là, genre, la start-up, par définition, elle vient d'arriver. Donc non, la start-up n'a pas besoin de se transformer. A priori, elle n'a pas internalisé toutes ces choses-là parce que ça n'a pas lieu d'être. Donc, par exemple, chez Clever Cloud, nous, on a énormément de start-up pour ces raisons-là. Elles n'ont pas eu à acheter des machines à les mettre chez eux parce que cette infrastructure est devenue standardisée, est devenue facilement accessible sur le marché. Alors, je parle beaucoup d'infrastructure. Il faut qu'on soit tous d'accord sur une différence entre le métier et l'infra. Donc, le métier, quand on est une entreprise, le but du jeu, a priori, c'est quand même de faire de la thune, de vendre des trucs pour pouvoir payer les gens. Le métier, c'est ce qu'on va vendre, et l'infrastructure, c'est les choses dont on a besoin pour pouvoir exécuter notre métier. À partir du moment où on a dit ça, on peut commencer à se demander quel type de cloud on va choisir. En fait, quand je dis type de cloud, c'est-à-dire qu'il y a différentes offres de choses as a service. Si personne n'a trouvé le rébut, la citation du dessous est tirée d'une chanson. Si vous trouvez le nom du groupe, peut-être que vous pouvez avoir le t-shirt aussi, j'en profite. Donc, différents types de AS. Il y a le IaaS, infrastructure as a service, il y a le container as a service, il y a le plateforme as a service, donc ça c'est nous. Il y a le serverless qu'on appelle vulgairement, il y a le fonction as a service qu'on appelle vulgairement serverless, et puis il y a le software as a service. Commençons par l'infrastructure as a service. Donc ce que vous voyez à l'écran, normalement, vous avez une succession de choses que vous devez gérer pour exécuter votre métier. Le métier, donc ce que vous vendez, c'est tout en haut, c'est le code métier, c'est que vous êtes développeur, les applications que vous écrivez, que vous allez mettre en prod, éventuellement les services associés, les bases de données, etc., etc. En dessous, il y a toute la partie orchestration. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ceci fonctionne? En fait, je vais le prendre à l'envers. Et je vais revenir à ce que je vous disais au début, on va partir par en dessous. Pour faire de l'informatique, il faut du réseau d'électricité, du mètre carré, du hardware, donc les machines. Il faut installer un système d'exploitation sur les machines. Ensuite, dans le cycle de vie d'un projet, donc il y a ce qu'on appelle la software factory, ce qui va vous permettre de déployer votre code, éventuellement de le builder, de tout compiler, de faire les tests, etc., etc. Vous entendez souvent parler de continuous integration, continuous deployment. Ça rentre dans la software factory. Ça, c'est ce qui va vous permettre
de gérer le cycle de vie de votre logiciel. Ensuite, il va falloir installer ces logiciels, il va falloir tout monitorer, il va falloir installer l'alerting. Alors, l'alerting, c'est le truc qui regarde votre monitoring, et quand le monitoring monitor qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, c'est bien d'avoir la donnée, mais encore faut-il prévenir les gens. L'alerting, c'est le truc qui, basé sur le monitoring, vous dit « Ah, votre application ne marche plus » ou le disque est plein. Big up à Google, dont l'outage récent était basé sur c'est un problème de disque plein. Et puis ensuite, il y a l'orchestration. L'orchestration, c'est faire en sorte que vous puissiez déployer tout ça, déployer facilement, que vous puissiez scaler, passer à l'échelle en bon français. C'est-à-dire que quand le cloud est devenu une commodité, c'est-à-dire quelque chose de facilement accessible et pas cher, en même temps, Internet est devenu aussi une commodité, de plus en plus d'utilisateurs, donc un besoin de passage à l'échelle de plus en plus grand pour nous, développeurs. Donc, il faut savoir gérer la scalabilité, il faut savoir gérer un redémarrage si l'alerting vous dit « Ah, ton application a craché ». Ensuite, on peut rentrer dans les détails un peu plus techniques, on peut parler de déploiement en blue-green, déploiement sans interruption, on peut parler de cadrer, tout ça, ça fait partie de la couche orchestration qui vous permettent de faire tourner la dernière couche, la couche du haut, qui est le truc que vous vendez en fait, qui est le truc sur lequel l'entreprise va se focus, qui est, voilà, ça c'est la valeur qu'on crée, c'est la valeur qu'on vend. Ce qu'il y a en dessous, c'est de l'infra, c'est ce qui est nécessaire pour vendre ça. Dans le cadre de l'infrastructure as a service et de tous les as a service, la différenciation principale qu'on peut apporter, c'est de quoi êtes-vous responsable. Quand on fait de l'infrastructure as a service, les trucs dont on n'est pas responsable, c'est les leaks, le réseau, le hardware, éventuellement l'OS. En général, les offres de IaaS, elles vous fournissent des machines, virtuelles ou pas, avec un système d'exploitation installé dessus. Ensuite, vous allez faire tout ce qui est au-dessus, la software factory, installer tout ce qui est monitoring, alerting, vérifier que tout ceci peut s'orchestrer correctement pour livrer le code métier à vos clients. Si on est un peu taquin, plutôt que de parler de responsabilité, on peut dire que vous pouvez dormir la nuit sur toute la partie, s'il y a un pépin sur toute la partie OS, hardware, électricité, réseau, etc. Par contre, pour le reste, s'il y a un pépin, vous êtes d'astreinte et vous ne dormez plus, c'est votre téléphone qui sonne la nuit. Ça, c'est l'infrastructure as a service. Parlons du container as a service, qui est très à la mode en ce moment. Quand l'infrastructure as a service est arrivée, au début, c'était juste des machines physiques. À cette époque-là, on avait l'habitude de connaître un peu le nom de nos serveurs. On faisait un peu tout à la main, on n'avait pas forcément d'automatisation. Moi, typiquement, dans ma première boîte, les serveurs, on les avait dans une salle serveur au bureau, et on en avait 7. Donc, on avait choisi le nombre des 7 nains. C'était hyper facile. Du coup, chaque team avait son serveur. On se connectait en SSH dessus, on n'automatisait rien, on faisait tout à la main. Et puis, petit à petit, on a eu plus de serveurs. Donc, on est passé des 7 nains au Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a plus de nains dans le Seigneur des Anneaux. Et puis, on a commencé à installer des VM, donc encore plus de noms disponibles. Donc, à la fin, on a tout automatisé, on a tout densifié, et on a arrêté d'utiliser des noms qu'on connaissait, on a utilisé des numéros. Tout ça pour vous dire qu'on a densifié la quantité de machines virtuelles, en tout cas de soft, qu'on pouvait déployer sur la même machine. Le container as a service, c'est pour aller encore plus loin dans l'intensification en utilisant des containers, donc, qui sont une façon de partager un noyau Linux, donc qui vous permettent en fait de déployer plusieurs, alors je ne vais pas dire plusieurs systèmes d'exploitation, mais plusieurs systèmes en dehors du kernel sur la même machine. Le truc qui fait que les containers c'est génial, c'est que ça démarre vite. Le truc qui fait que ça démarre vite, c'est que ça partage un kernel. Et donc, quand vous commencez à partager ce genre de choses, chez Clever Cloud, on lève notre drapeau et on dit attention. Pourquoi je dis ça? Partager un noyau Linux, c'est un peu comme le bol de cacahuètes qu'il y a sur le bar et où tout le monde fout ses mains dedans en sortant des toilettes. C'est un truc qu'on n'est pas forcément à l'aise de faire, de taper dans le bol, en fait. Si c'est un bol de guacamole que vous partagez avec votre plus un, à la limite, c'est vous que ça regarde. Nous, on est assez absolutiste en termes de sécu, donc nous, quand vous déployez des conteneurs, c'est déployé, c'est rangé dans des VM, on ne partage pas de noyaux. Bref, j'arrête avec mes histoires j'arrête de vous briser les noyaux avec mes histoires de containers. Les gens qui utilisent du container as a service le font pour des raisons de simplification et de densification.
Et la plupart du temps, ce n'est pas forcément vrai, mais la plupart du temps, les gens qui utilisent des plateformes de containers as a service, donc ça peut être du Kubernetes managé, il y a plein d'offres très bien du Kubernetes managé, en fait, vont le faire pour fournir un truc encore plus haut niveau pour leurs développeurs. Un truc encore plus haut niveau, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ce Kubernetes managé, ils vont avoir une équipe qui va gérer la software factory, monitoring, l'alerting, l'orchestration, etc. En général, c'est l'équipe d'Ops. Et puis à côté, ils vont avoir une équipe de dev qui va livrer le soft sous forme de container, enfin qui va peut-être même pas livrer, qui va juste utiliser la plateforme mise à disposition. Et moi, il y a un truc qui me gêne un peu là-dedans. Le DevOps, à la base, c'est faire en sorte que les devs et les Ops se parlent. Et toute cette mode du container as a service, ça a un peu mis un mur un peu compliqué où les Ops dans un coin ils fournissent une plateforme, les devs dans un coin ils livrent des trucs qui tournent sur la plateforme, et quand le téléphone sonne la nuit, tu sais pas trop qui doit répondre parce que tu sais pas trop si le problème c'est dans le conteneur qui a été livré ou si le problème il est dans la plateforme que les gens ont mis à disposition à leurs devs. Un des trucs qui me chagrine aussi, que ce soit infrastructure ou container as a service, on entend beaucoup parler de Kubernetes. Avant Kubernetes, il y avait un truc qui s'appelle OpenStack, qui est toujours utilisé en prod chez OVH, des gens très bien. Ces deux plateformes-là sont des plateformes pour construire sa propre plateforme. En fait, quand vous faites ça, vous créez un produit qui doit répondre aux besoins de tout le monde. Donc, si on est taquin de personnes, qui donc vient avec son lot de complexité, parce qu'on a tous des besoins différents. Et en général, les équipes qui font ça, on se retrouve à avoir énormément de personnes qui travaillent sur cette plateforme pour construire la plateforme finale qu'ils vont donner à leurs devs. Donc, si on repart sur notre prisme métier et infrastructure, finalement, ils ont énormément de gens qui bossent sur l'infrastructure, qui n'est finalement qu'une condition pour pouvoir exécuter et vendre votre métier. Si je vous parle de ça, c'est parce que chez Clever Cloud, on a fait un choix différent. Différent. En vrai, en 2010, on a fait comme tout le monde, on a installé OpenStack. Ça ne s'est pas franchement passé comme prévu. Le truc marchait, mais c'était extrêmement compliqué à gérer pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. On a fini par faire notre propre plateforme as a service. Alors pour le coup, ce n'est pas open source, fine. Il se trouve qu'on contribue pas mal de choses tout autour, mais le cœur du produit n'est pas open, ce qui est vraiment une des différences principales qu'on a avec ces solutions-là que je viens de citer. Mais l'avantage qu'on a, c'est que on a fait quelque chose qui nous correspond, qui est finalement beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à opérer. Et le principe de cette plateforme, donc une plateforme as a service, c'est de faire en sorte que vous n'ayez que à vous concentrer sur le code métier et que nous, on s'occupe de tout le reste. C'est une belle promesse. C'est une promesse qui me va bien. En tant que personne qui doit faire un site statique pour son pote restaurateur, parce que je le fais entre guillemets sur mon temps libre. Et donc, si on repart sur ce que je vous disais tout à l'heure, là, l'astreinte, globalement, quand vous déployez quelque chose sur une plateforme as a service, c'est pour notre pomme. C'est nous qui nous réveillons la nuit s'il y a un pépin, parce qu'on est responsable de toute la partie infrastructure. Donc, s'il y a un souci, voilà, c'est notre téléphone qui sonne. Ce qui n'est pas le cas si vous choisissez le container as a service ou l'infrastructure as a service. J'ai mis pas ces faces au même niveau. Finalement, la différence majeure entre un pass et un face, dans un cas, vous déployez une application, dans l'autre cas, vous déployez une fonction. Ça reste du code métier que vous allez écrire. On finit avec le slide SAS que j'ai mis pour être sûr de compléter un petit peu le schéma de tout à l'heure. Le SAS, ce qui est cool, c'est que vous pouvez dormir tout le temps. S'il y a un pépin, cela ne vous regarde plus. Donc, surprise, oh là là, je vais donc déployer sur un plateforme as a service. Donc, quelque chose qui me promet de s'occuper de toute la partie infra, donc de s'occuper de tous les trucs que je n'ai pas envie de gérer qui ne sont pas métiers. Sauf que j'ai beaucoup de potes dans la restauration et ils ont commencé à être au courant du truc que j'avais fait pour mon camarade. Et du coup, ils m'ont demandé de m'occuper un peu de tout leur site. Déployer un site statique ou en déployer plein avec du click and collect, etc., c'est pas forcément la même limonade. Et
le truc que je vends depuis le début du plateforme as a service, c'est génial, c'est merveilleux. Normalement, là, vous me dites qu'il y a un loup, il y a un problème. Ça ne peut pas être aussi magique et aussi simple. Le principe du plateforme as a service, c'est qu'on va automatiser plein de choses. On ne peut pas tout automatiser. Donc, il y a forcément la règle des 80-20, où pour 80% des besoins que vous allez avoir, ça va être très bien. Mais les 20% restants, c'est le moment où on commence à s'arracher les cheveux et à se poser des questions. Moi, en l'occurrence, pour transformer mon pet project en SaaS, c'est-à-dire pour faire plein d'instances, je me dis il va falloir que j'utilise un service mesh, un API gateway, tous ces outils en fait qui sont mi-dev, mi-ops, qui sont à la frontière du dev et de l'ops. En fait, il y a un certain nombre de décisions que vous prenez basées sur le métier, sur ce que vous faites, qui vont déborder sur l'infrastructure. Et pour gérer ce genre de trucs, une API gateway c'est très bien, un service mesh c'est très bien, etc., etc. Sauf que la plupart des outils existants sur le marché sont des outils qui s'attendent à ce que vous utilisiez un YAS ou un CAS. Donc, ils s'attendent à ce que vous utilisiez une granularité de machine plutôt que d'application. Un plateforme as a service, vous déployez une appli, on vous promet l'uptime de l'appli. Un infrastructure as a service, un container as a service, vous déployez des machines ou des conteneurs. Donc, globalement, vous manipulez des couples IP-port, une IP et un port, un service. Un plateforme as a service, c'est une URL. Il y a mismatch, il y a problème d'impédance. Mais Mathieu Ancelin est là pour nous sauver. Ça fait peut-être un peu trop. Ok. Je t'accorde que c'est peut-être un petit peu dramatique. Ouais, c'est peut-être un peu trop, mais bon. Donc voilà. Ok, alors je vais partager mon écran. Moi, j'y crois. Eh bien, écoute, on va tenter d'y croire tous ensemble. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais. Oui. Ok, super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Ancelin. Je suis dev chez Serly, qui est une boîte de services basée à Poitiers. Et durant les 4 dernières années, j'ai aidé la Maïf à construire une plateforme dont François vous parlera un peu plus en détail après tout mon petit pipeau là. Et j'ai aidé à créer donc cette plateforme et à créer des outils pour cette plateforme afin de permettre à la Maïf d'avoir un time to market beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et Mathieu, oui. par contre, on voit c'est pas en mode diaporama, c'est la présentation directement. C'est voulu. Je vais D'accord, beaucoup très switcher bien. entre la démo et mes slides, donc c'est normal. Ok. Je sais même plus où j'en étais, c'est pas très grave. Et du coup, voilà, je fais plein de trucs pour la Maïf et je vais en parler. Donc, on va reprendre le cas d'utilisation de Laurent. Donc, Restore Nation, c'est le nom qu'on lui a donné. C'est le nom de notre produit qui va s'adresser donc à des restaurateurs qui veulent fournir leurs cartes sur Internet et pourquoi pas faire du click and collect, etc. etc. Donc, on n'est pas parti les mains vides pour faire ce petit projet. On a dû acheter quelques trucs, on a dû se procurer quelques trucs pour pouvoir commencer. Donc, première chose, un nom de domaine. Donc, c'est restoration.site. Donc, ce nom de domaine, on l'a acheté en l'occurrence chez OVH, mais bon, vous pouvez l'acheter bien où vous voulez, c'est pas très important. Et on a juste fait une redirection wildcard sur tout ce qui arrive sur ce domaine, on le balance vers Clever Cloud. Et Clever Cloud se chargera de faire le routage si l'application qu'on essaie d'accéder existe chez eux. On a également récupéré un certificat TLS Wildcard chez Let's Encrypt. Donc, non pas que Clever Cloud ne sache pas se débrouiller avec Let's Encrypt, ils font ça très bien, mais ils ne peuvent pas faire du wildcard parce qu'il faut un accès au DNS qui gère le nom de domaine, enfin à la zone DNS du nom de domaine. Et pour le coup, c'est un peu plus fastidieux à faire. Il faut gérer tous les DNS de la Terre, tous les providers DNS de la Terre. Je pense que ce n'est pas un job qu'ils ont envie de faire, et je les comprends. Donc pour le coup, on s'est débrouillé par nos propres moyens avec un outil dont je parlerai un peu plus tard, et on a uploadé ça sur Clever Cloud. Of course, on a une organisation Clever Cloud qui s'appelle Restore Nation, qui est ici. Donc on a quelques petites applis ici. On a une belle carte qui montre qu'il n'y a pas de trafic sur notre application, mais ça c'est logique.
Et puis, on a une orga GitHub donc, qui s'appelle Restornation. Donc, je vais l'ouvrir là. On a quelques projets. Donc, tous les trucs importants sont dispo. Si vous voulez aller regarder le code et tout, il n'y a rien de bien fou. Au contraire, on est parti en mode on veut faire ça le plus vite possible et avoir le plus rapidement possible un MVP. Donc, c'est du code qui vaut ce qu'il vaut, mais qui fonctionne en fait. On s'est équipé d'un compte Auth0 pour gérer toute la partie gestion des utilisateurs, authentification, etc. Parce que ça, c'est clairement des choses qu'on n'a pas envie de faire, surtout quand on veut monter un truc très rapidement. Il vaut mieux utiliser ce genre de services qui sont vraiment faits pour ça et qui marchent vraiment super bien. Auth0, je l'utilise depuis des années, ça marche, c'est nickel. J'ai rarement trouvé beaucoup mieux que ce service-là pour ce qu'il fait. On a également un petit compte Mailgun pour faire du mailing, etc. Et on a un compte Stripe pour toute la partie paiement, parce que on veut faire un SaaS et on veut gagner de l'argent. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Donc voilà, on a un compte Stripe. Donc, si je reprends un peu le cas d'utilisation de Laurent, effectivement, V0, on a un pote qui veut faire un site pour son restaurant. On fait une page HTML statique, ça marche sans truc compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre petit site. Donc, on a chez Bobby V0 à restornation.site. Donc, voilà, on a un site. Alors, c'est pas très beau, je sais, c'est moi qui l'ai fait. Hein, mais voilà, on a les diverses informations du restaurant, les horaires, des photos, la localisation, des menus, la carte, les prix. Bon, voilà. On dit aux gens, si vous voulez, si jamais vous voulez commander, envoyez-nous un email ou appelez-nous par téléphone. Bon, pour l'instant, c'est vraiment le truc de base. C'est le MVP de MVP. On a le truc. Donc ça, dans les faits, comment on déploie ça? C'est juste, comme je l'ai dit, un site statique HTML. Donc on a vraiment un index HTML. On n'a pas de JavaScript, enfin si juste pour afficher la petite map de la localisation du restaurant. Et on a du HTML. Il n'y a rien de plus. Côté Clever Cloud, si vous entendez des bruits d'enfants, c'est normal. Hein, c'est ma fille qui prend son bain. Vous inquiétez pas. Côté Clever Cloud, on a une application ici qui s'appelle la V0. Donc, c'est un Apache, un tout bête qui va servir du contenu statique. Il n'y a rien de très compliqué. Le seul truc important, c'est que dans la partie nom de domaine ici, on a le nom de domaine avec lequel on veut matcher notre application. Donc, c'est chez Bobby V0 Restornation Site. Et voilà, on a notre application qui fonctionne comme ça. Donc, il n'y a rien de bien dingue. Hein, site HTML standard. Mais ça fait le job. Je veux dire, pourquoi faire plus compliqué? Sauf que comme Laurent l'a dit, Laurent, il a plein de potes. Et tous ses potes, ils veulent d'autres sites pour leur restaurant. Donc, on avait fait un site pour Bobby, maintenant, il y a Billy qui s'y met. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que dupliquer la page HTML, est-ce que c'est la bonne idée? Pas forcément. Alors, si c'est que pour 2 restaurants, peut-être que c'est la bonne idée. Et dans les faits, nous, quand on fait de l'informatique, on est quelque part un peu feignant et quelque part un peu, finalement, peut-être pas si feignant que ça, parce qu'on se donnait beaucoup de mal pour rien. Mais du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'on garde la page HTML statique, on va la rendre templatisable, je ne sais pas comment on peut dire, et on va aller charger des données depuis un petit fichier JSON pour construire la page. Donc, si on regarde un petit peu, maintenant on a 2 sites. Donc, on a chez Bobby, qu'on a vu ici, tout bête. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit glitch au début qui montre qu'on a templatisé le contenu, et on a chez Billy. Donc ça fait la même, voilà, ça charge. Et on a nos 2 sites avec chez Billy et chez Bobby. Bon, ok, super. Donc d'un point de vue code comme ça marche, je vais regarder par ici. Donc si on revient dans notre V1, ici, au final, on a toujours notre page HTML. On a un petit bout de JavaScript qui finalement, alors je vous passe les détails scabreux de comment ça fonctionne, mais qui finalement va choper un fichier data.json, et c'est ce fichier qui va contenir un certain nombre d'informations affichées dans la page du restaurant. Donc, si on regarde un petit peu le fichier .json, il y a toutes les informations du restaurant, des photos, les heures d'ouverture, les menus, la carte. Donc, voilà, rien de bien fou, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est plutôt cool, ça marche bien. Sauf que là, le gros problème, c'est que si on déploie ce site comme ça, on n'a qu'un seul data.json. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est que suivant le nom de domaine, donc soit chez Billy V1 ou chez Bobby V1, on ait un data.json différent. En fait, qu'on ait nos 2 fichiers Billy et Bobby qui soient mappés suivant le bon cas d'utilisation.
Et c'est là où on va introduire un des premiers outils qu'on a développé dans le cadre de notre activité à la Maïf. Et cet outil s'appelle Autoroshi. Donc, Autoroshi, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est une divinité du panthéon japonais, c'est un yukai. Donc, c'est une bestiole toute chevelue qui se dresse en haut des portes des temples japonais et qui est censée bouffer toute personne qui est en train de s'introduire avec de mauvaises intentions. Donc, dans les faits, Autoroshi, qu'est-ce que c'est chez nous? C'est un reverse proxy HTTP qui est censé qui est utilisé pour faire communiquer un ensemble de services techniquement hétérogènes de manière homogène, sécurisée et maîtrisée. Donc, juste pour que tout le monde soit OK avec les termes, donc un reverse proxy HTTP, c'est le contraire d'un proxy qui lui sert à accéder à Internet depuis des ressources internes. Le reverse proxy, de manière communément admise, c'est un truc qui permet d'accéder à des ressources internes, donc potentiellement dans votre réseau interne, depuis l'extérieur, depuis Internet ou bref. Dans les faits, le concept de ressources internes, ça n'a pas forcément d'intérêt dans notre cas. Les ressources, c'est ce que vous voulez. En l'occurrence, Autoroshi, il fait du pur HTTP, donc c'est-à-dire qu'il peut proxifier quoi que ce soit qui parle HTTP, que ce soit dans un réseau interne, une adresse IP, un nom de domaine, sur Internet, pas sur Internet, bref, il fait tout ce qu'on veut. Donc, globalement, un reverse proxy, qu'est-ce que ça fait? Ça regarde dans la requête HTTP le host, le header host, le path, d'autres headers, même d'autres informations potentiellement dans le body de la requête. Et par rapport à ça, ça va regarder sa table de routage et dire je vais vers telle application ou telle autre application. Et en utilisant la technique du reverse proxy HTTP, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités à une application qui parle HTTP sans que cette application soit prévue pour ou les coder, les dans son code. Donc, on va pouvoir, par exemple, faire du cache, on va pouvoir faire de la terminaison TLS, de la compression de contenu, de l'équilibrage de charge, par exemple, du WAF, de la validation de jetons, on peut rajouter de l'authentification, bref, on peut faire plein de choses, suivant un peu le produit que vous prenez. Tous ne font pas tout ça, forcément. Et donc, pour en revenir à Autoroshi, c'est un reverse proxy HTTP qui est configurable à chaud, donc via une API REST, qui va vous permettre de rendre l'appel à vos services sous-jacents un peu plus résilients, avec des circuits breakers, du load balancing, etc., qui va ajouter toute une panoplie d'outils de sécurité, donc terminaison TLS, on va pouvoir rajouter des modules d'authentification sur vos services, donc de l'OAuth, de l'OpenID Connect, des choses comme ça. On va pouvoir faire de la validation de token JWT, bref, pas mal de choses comme ça. On a une notion de plugin pour faire un petit peu ce qu'on a envie de faire suivant nos besoins. Et surtout, le truc, nous, qu'on a rajouté en premier dans Autoroshi, c'est de l'API management. Parce qu'au-delà de proxifier du HTTP classique, donc des sites web, on avait également besoin de proxifier des API sur Clever Cloud, je vois un peu la mèche, mais François vous en parlera tout à l'heure. Et donc, du moment qu'on proxifie une API, on va pouvoir avoir des mécanismes d'API key avec du throttling, avec des quotas mensuels, journaliers, avec du time to live, des restrictions au niveau du routage suivant les verbes HTTP, des choses comme ça. Bref, voilà un petit peu tout ce que peut fournir Autoroshi. Donc l'idée, c'est que là, en l'occurrence, quand on utilise Autoroshi, c'est que tout passe par lui, justement pour qu'il puisse appliquer toutes les fonctionnalités qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que les clients, quand ils veulent accéder à une application, ils passent par Autoroshi, et que les applications, si elles veulent se parler entre elles, elles passent également par Autoroshi. L'idée, en fait, c'est d'éviter ce genre de truc où une application va parler directement à une autre, parce que justement, Autoroshi ne sera pas capable d'appliquer tout ce qu'il sait faire. Donc, même avoir juste un audit trail, de savoir qui a appelé qui, à quel moment, avec quels paramètres, etc. Ça, c'est Autoroshi qui est censé le gérer. Et donc, si on parle d'appli à appli, forcément, ça ne marche plus. Du coup, voilà pour Autoroshi. On a aussi développé d'autres outils. Je vais un peu moins m'étendre dessus parce qu'on va moins les voir. On a Izanami, donc c'est un outil qui permet, entre autres, de faire du feature flipping, c'est-à-dire d'activer, de désactiver des features, des fonctionnalités à chaud en manière as a service. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va voir tout à l'heure comment on l'utilise. Et puis, on a Let's Automate. C'est un petit outil pour le coup qui nous permet justement de commander des certificats wildcard sur Let's Encrypt et de les uploader sur Clever Cloud. En fait. Donc voilà, c'est l'outil que j'ai utilisé comme je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai commandé un certificat wildcard. C'est grâce à Let's Automate, c'est lui qui a fait tout le boulot pour moi, qui l'a uploadé sur Clever et qui m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, on a la V1 de notre application. On a deux restaurants avec
page HTML, données externes, et on a toujours ce petit problème de data.json. Comment on gère le problème? Ben justement, on va utiliser Autoroshi pour faire ça. Donc, je vais dans mon Autoroshi, je me log. Donc là, j'ai Auth0 qui me fournit le login pour me connecter en tant qu'administrateur. Donc je me log. Internet est en forme ce soir, ce que je vois. Ça, c'est un moment de solitude toujours sympa. Sinon, ça va bien tout le monde? Sinon, ça va très très bien. C'est le moment où tu demandes qui a trouvé le rébut. Ou... C'est ça. Est-ce que quelqu'un a trouvé le rébut? Bien sûr. Oui, mais j'ai déjà un t-shirt. D'accord. Dommage. Bon, ben, je vais continuer alors dans ce cas-là. Donc voilà, je me suis connecté à Autoroshi. Donc voilà, on arrive, on a quelques chiffres, etc. Ce n'est pas très important pour l'instant. Ce qu'on va voir, c'est comment on va régler ce problème de data.json. Donc si on va dans la partie service, en fait, un service, c'est fondamentalement le fait de router un nom de domaine vers une application, quelle qu'elle soit. Donc on a deux descripteurs de service, chez Billy et chez Bobby, qui nous permettent de router nos deux domaines, donc chez Billy et chez Bobby, vers les applications Clever qui correspondent. Donc dans les faits, elles vont tous les deux vers la même application. Donc on va regarder l'une d'elles. Donc on a chez Billy. Donc chez Billy, ça nous dit, voilà, dès que tu as une requête qui arrive avec ce domaine-là, donc chez Billy v1 restauration.site, alors tu vas renvoyer la requête vers l'application suivante. Donc là, j'utilise le nom de domaine qui est fourni de base par Clever Cloud quand on déploie une application. Donc si on va dans la V1, on peut regarder dans les domain names, et donc on a bien ce domain name-là qui est généré par Clever Cloud avec leur domaine cleverapps.io. Et moi, c'est ce que je référence dans mon Autoroshi. Bon, ok. Jusque-là, pas grand-chose de particulier. Par contre, si je reviens à mes services, j'ai le Shebidi Data. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, le Shebidi Data, c'est le truc qui va mapper l'URL data.json sur Shebidi et restauration.site vers le bon contenu. Donc, on a effectivement donc, ce domaine exposé qui est ce que je viens de dire, le data.json. Et en fait, ce qu'on va faire, on va faire un truc tout bête, c'est qu'on va router l'appel vers GitHub pour aller choper le nom de fichier, enfin le fichier dont on a besoin, qu'on a vu tout à l'heure, donc billy.json et bobby.json, donc qui sont tous les deux respectivement ici. Donc comme le projet est public, voilà, les trucs sont là. Si ça n'avait pas été public, il y a d'autres solutions. Typiquement sur Clever Cloud, il y a un add-on de type Cellar, donc c'est comme un S3 sur AWS, qui permet de stocker des fichiers. Donc on aurait pu en mettre le fichier là-dessus, le mettre en public et le récupérer depuis Autoroshi, voire même si on veut en privé avec Autoroshi qui bidouille un truc pour que ça aille chercher le fichier en privé. Il n'y a pas de souci pour faire ce genre de choses avec Autoroshi. Donc là, du coup, on a bien nos sites qui fonctionnent en allant chercher le data.json qui vient en fait de chez GitHub et qui nous permet de faire le taf, quoi, en fait. Donc là, dans les faits, on ne s'est pas trop mouillé, hein, ça se fait bien et c'est pratique. J'en ai profité aussi dans cette version du site pour ajouter une première version, on va dire, du pauvre du click and collect. Donc vu que j'ai un peu de JavaScript, etc., donc j'ai pu fabriquer un panier. Donc ici, je peux commander des choses. Je peux commander un menu du midi, un super burger et un cheesecake, par exemple, et passer commande de ces trucs-là. Donc, pourquoi pas, passons commande. Donc, mathieu.ancelin@serly.com. Et puis, hop, ça, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc là, globalement, j'ai fait rien de fancy non plus. Toute la page, c'est un gros formulaire HTML. Quand je coche des trucs, ça remplit le formulaire. Et quand je commande, ça fait un post sur /order. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est, sans trop m'embêter, c'est que ce truc-là, ça envoie un mail au restaurant en question pour faire la commande. Donc, quand je le fais, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça me redirige vers le truc. J'imagine que ça a été fait. Donc, comment ça a été fait? En fait, dans Autoroshi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait des plugins dans Autoroshi. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Alors, ce n'est pas le bon truc. Hop, je reviens sur le site en question. Et donc, j'ai un plugin qui s'appelle le Form Handler. Donc, qu'est-ce que c'est que le Form Handler? Donc, le Form Handler, c'est un truc que j'ai codé pour l'occasion. Donc là, je l'ai codé jusqu'à là, en fait. Et donc, ce machin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire le contenu du formulaire qui est posté et il va faire un appel à Mailgun pour envoyer le contenu du formulaire au restaurant qui est ciblé, en fait. Tout simplement. Et en l'occurrence, à mon adresse email pour que je puisse vous le montrer.
Donc là, pour le coup, on a fait le truc, ça c'est fait. Donc si on va normalement sur mon Gmail, ça ne marche pas. Comme quoi, si ça marche, c'est juste que ça ne s'est pas mis à jour. Et donc, on a bien ma commande avec un menu du midi, un super burger et un cheesecake. Donc voilà, on a vraiment le MVP de Mathieu, MVP. Oui, Mathieu, si je comprends bien, c'est que ton plugin, c'est un code qui s'exécute automatiquement quand tu tapes sur une route spéciale. exactement. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que je peux le modifier dans l'UI. C'est juste un truc pour aider de temps en temps. On peut tout à fait fournir le même code sous forme d'un jar qu'on colocalise avec Autoroshi quand on le démarre, et le truc sera chargé au démarrage, etc. Donc, voilà. Donc là, on a plein de types de plugins possibles dans Autoroshi qui vont vous permettre de modifier, d'avoir un impact sur différents aspects d'Autoroshi et de faire un petit peu ce que vous voulez si c'est des fonctionnalités qui ne sont pas offertes de base par Autoroshi. Donc voilà, ça c'était la V1 avec ce click and collect du pauvre et le contenu qui est dynamique. Ensuite, Laurent, il a de plus en plus de potes qui lui disent « Ah, tu pourrais pas faire mon site, etc. etc. » Donc c'est là où on commence à se dire « Bon, il faut vraiment qu'on fasse un truc, il faut vraiment qu'on fasse un produit et qu'on le vende et qu'on fasse du blé avec ça parce qu'il y a quelque chose. » Donc là, on commence à se dire « faut faire du vrai code et on va coder un back-office. » Donc un back-office qui va permettre à des restaurateurs de s'inscrire, de payer 20 balles par mois, par exemple, et de créer leur restaurant dessus, et potentiellement de faire leur carte, leur menu, etc., et de gérer le click and collect, d'avoir les commandes, etc. etc. Donc, on a fait ça. Donc le code, il est sur notre dépôt GitHub, il est ici, il s'appelle Restauration Backoffice, donc c'est un petit projet Node tout bête, qui stocke des données dans du PG. Et donc, si je reviens ici, on va voir à quoi ça ressemble, tout ça. Donc, on a la homepage de notre produit. Donc, on a fait la petite page bullshit habituelle avec des liens qui ne marchent pas vers la doc, etc. Donc, voilà, grand classique. Et puis, on a le pricing, etc. Donc, oui, tout ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais souscrire. Alors, là, histoire de ne pas faire une bêtise, en fait, je vais me déloguer d'Autoroshi juste parce que c'est le même tenant Auth0 qui m'assure le login sur ce produit et sur Autoroshi. Et si j'avais été logué, vous n'auriez pas vu la partie création de compte et tout, donc c'est pas très sympa. Je ne sais plus où je suis. Non, c'est là. Donc voilà. Donc je fais souscrire. Donc là, déjà, on me demande de me loguer pour pouvoir de créer un compte. Donc on peut faire un sign-up si on n'a pas d'account, sinon on se log. Donc ça c'est un truc c'est une fonctionnalité qui est fournie par Autoroshi, là encore. Alors si je me log tout de suite, non. Donc je vais juste me loguer et je vais me loguer de l'autre côté sur Autoroshi pour vous montrer. Voilà. Donc là, on me demande de finir la création de mon compte. Donc on me demande de rentrer mes infos de carte bancaire, forcément. Hein. On va pas faire ça gratuitement. Donc là, je me relog sur Autoroshi. Donc toute la partie authentification, en fait, mon application ne gère absolument pas l'authentification. Et en fait, dans Autoroshi, on a des modules d'authentification qui vont nous permettre de rajouter de l'authentification sur n'importe quelle application HTTP. Et donc là, si on va sur Restauration Plugin, du coup, on a toute la configuration Auth0 qui nous permet de rajouter l'authentification sur notre application, et ça se fait tout seul. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore une commodité plutôt appréciable. Voilà. Donc là, je rentre mes coordonnées bancaires, évidemment. Et voilà, je tombe sur la liste de mes restaurants. Donc, j'ai beaucoup de restaurants qui sont tous la même adresse. D'ailleurs, c'est un peu étrange. Donc, je vais en créer un nouveau juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais créer un nouveau restaurant que je vais appeler Chez Laurent cette fois, puisqu'on avait déjà tous les autres noms. Et donc, Chez Laurent, voilà, toc, ça me crée un site donc, qui est exposé sur Chez Laurent V2 Restauration.site. On va aller voir. Donc, oui, effectivement, on est bien chez Laurent. Alors, ils ont tous le même template parce que je mets les mêmes données au départ, forcément, je ne m'embête pas. Super, on a le resto de Chez Laurent qui fonctionne. On va essayer de commander quelque chose. Je commande 2 menus du midi. Donc, hop, un seul un. @serli.com. Je commande. Bon, ça revient, ok, soit. Donc, continuons sur notre back-office. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le back-office? On va avoir les menus, on va pouvoir ajouter des menus, modifier des menus, bref, faire pareil pour les plats. Et surtout, on va pouvoir avoir les commandes. Donc, si je vais sur la partie commandes, on voit que j'ai ma commande qui est là. On va pouvoir
regarder ce qu'il y a dedans, par exemple. Donc, de midi, on va pouvoir la passer en différents états, en cours, prêt, en archive pour plus la voir, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fournit de base. Et tout se fait automatiquement. On a vraiment le site qui est exposé directement quand on crée notre restaurant. Donc voilà. Donc, comment on a fait ça? Donc, il y a la partie back-office qui fonctionne toute seule, ok, soit, mais comment on fait pour avoir le site qui se met automatiquement, comment on fait pour le front, etc. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé vraiment le même front. J'ai vraiment redéployé la même application HTML toute bête. Et j'ai juste changé en fait le truc qui fait le mapping du data.json pour aller taper dans le back-office, dans l'API du back-office. De même, pour l'exposition automatique du domaine, ce que j'ai fait, c'est que le back-office, il va utiliser l'API d'Autoroshi pour créer automatiquement de nouveaux services pour exposer directement les restaurants qui nous intéressent. Donc, si on va sur Autoroshi, si je reviens sur mes services, on voit ici que déjà, hop, j'ai le Restornation V2, ça c'est un truc que j'ai créé préalablement, donc qui dit que étoile-v2.restornation.site, ça va vers mon application de front sur Clever Cloud, la même qu'on utilise depuis le début. Et puis ensuite, on a d'autres descripteurs qui là on voit, ils ont la tête de l'emploi ils sont générés comment dire, automatiquement via le back-office. Donc là, bon, c'est pas le bon restaurant, mais c'est pas très grave. Donc là, on dit, voilà, c'est le restaurant chez Mathieu. Donc, il a été créé par le back-office. Donc, il va vers notre application de back-office pour récupérer, enfin, il est mappé sur le data.json, excusez-moi. Et donc, il va chercher les données sur notre application de back-office en spécifiant le restaurant dans l'URL directement. Et on passe un petit header supplémentaire pour gérer l'authentification, savoir qui est le propriétaire du tenant, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à exposer le data.json sur le front et à faire comme on faisait tout à l'heure, mais de manière automatisée, puisque c'est le back-office qui va vraiment orchestrer tout ça, en fait. Et là, la data en elle-même, elle est dans le Postgre, en fait. Elle est dans le Postgre. C'est la data qui s'affiche ici, en fait, quoi. C'est vraiment cette data-là que je remappe sur le data.json, donc juste sur le point qui va bien, en get, etc. Et du coup, on n'a rien de plus qu'à exposer. Et c'est comme ça qu'on peut avoir le même rendu sans modifier notre front. Là encore, l'idée, c'est de faire un truc très rapidement. On ne veut pas s'embêter à redévelopper des fronts. Et le jour, de toute façon, où notre front, on le trouvera désuet, parce qu'il est complètement désuet, hein, c'est du HTML avec du jQuery, voilà, et bien on en recode un autre. Et le jour où ça va bien, on le change dans Autoroshi, on change la cible dans Autoroshi sur le descripteur que je vous ai montré au début, là, sur le V2. Au lieu d'aller vers cette appli-là, on va vers une autre appli hébergée sur Clever qui a la nouvelle appli, peut-être écrite en React ou en je ne sais quoi. Et fin de l'histoire, ça marchera comme ça, en claquant des doigts, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Donc là, tu as un truc où si le restaurant il arrive, il paye 20 balles, il a son site qui est créé tout seul, il gère les commandes tout seul et toi, tu n'as rien à faire et tu touches 20 balles par mois. Exactement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on repart sur notre petite histoire. Et si on a rajouté des API à tout ça, parce que c'est cool les API, non? Non, alors là, c'est plus pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire en termes d'API, mais dans les faits, on pourrait imaginer que cette API, elle peut servir au restaurateur pour s'interfacer peut-être avec un logiciel de gestion de restaurant. Je ne sais pas si c'est un petit nom dans le milieu, mais j'appelle ça comme ça. Ou même avec, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui irait synchroniser le contenu de la carte avec la page Facebook du restaurant, ou avec sa page, comment ça s'appelle, TripAdvisor. Je ne sais pas si on peut faire ça d'ailleurs. Bon. Vous voyez un peu fourchette. Ouais, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, en fait, ce qui se passe, là encore, c'est le back-office qui joue son rôle d'orchestrateur. En fait, quand on a créé le site de chez Laurent, en fait, ça nous a créé une clé d'API qui nous permet d'accéder au restaurant de Laurent en particulier et à l'éditer, etc., etc. Donc, si on revient sur nos services, alors j'en prendrai au pif, ça se trouve, bon, c'est pas celui de Laurent, mais c'est pas très grave. Donc, ce truc-là, en fait, ah non, mais en plus, je vous montre n'importe quoi, c'est le Restornation API. Donc, ce service-là, donc il est exposé sur api.restornation.site/restaurant. Et il va rediriger vers un truc où il dit je récupère une metadata dans l'API key qui s'appelle le resto. Et donc, en fait, quand le back-office va créer une API key, il va rajouter une métadonnée dans l'API key. Donc, c'est une map string-string
qui donne l'ID du restaurant à aller interroger quand on passe l'API, et le truc se fait tout seul. Et du coup, là encore, on a utilisé l'API de notre back-office, et avec Autoroshi, on a un peu bougé le truc pour que finalement, ça fasse exactement ce qu'on veut. Et finalement, on a une API qui nous propose d'avoir les données de notre restaurant avec une clé d'API qui fournit automatiquement. Donc, imaginons que ici, je fasse un petit curl sur mon restaurant, que je passe mon API key. Alors, si je reviens sur chez Laurent, c'est ce truc-là. Hop, je vous mets un GQ pour que ce soit moins horrible. Et donc voilà, on se retrouve avec notre API, avec toutes les infos de notre restaurant. On est bien chez Laurent, on ne voit pas un autre restaurant ou autre. On a vraiment les droits que sur ce restaurant-là. Et on va pouvoir rajouter des choses dans le menu, dans la carte. Bref, ça, c'est pas important, mais voilà, on peut gérer le truc. On peut même potentiellement accéder aux commandes, etc. Donc voilà. Et enfin, dernière petite démo, c'est on va rajouter du feature flipping dans tout ça, parce que finalement, on utilise un pass. Et comme Laurent l'a expliqué, le pass, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as expliqué, mais bon, bref, en gros, l'idée, c'est vraiment la base du pass, comme Clever Cloud, c'est on pousse notre code sur une branche Git, et Clever le build, il fait tourner les tests s'il y a besoin, etc., etc. Et à la fin, si le truc se déploie, qu'il écoute en HTTP sur le bon port, etc., Clever fait le switch entre l'ancienne version et la nouvelle version. Ça, c'est génial. Franchement, c'est le truc, on n'a vraiment rien à faire, on n'a pas à s'embêter avec comment c'est buildé, etc., etc. Mais il y a un petit downside à ça, ça veut dire que si vous shippez une nouvelle feature, ben, potentiellement, vous n'avez peut-être pas envie de l'exposer tout de suite à vos utilisateurs. Vous voulez peut-être attendre une date, il y a peut-être une release press avant ou un truc comme ça, et du coup, il faut attendre avant de l'activer. Et donc, c'est là où on va utiliser Izanami, donc un autre produit qu'on a créé pour la Maïf, qui va nous permettre de faire du feature flipping à chaud. Donc, dans les faits, dans mon front, il y a déjà un bout de code qui permet d'interroger Izanami et qui attend qu'une chose, c'est qu'une feature en particulier soit activée pour changer quelque chose. Donc, si on va dans Izanami, excusez-moi, donc je me connecte à notre Izanami. Et notre Izanami, il a pour l'instant une seule feature. Donc, cette feature, elle s'appelle New Look. OK, super. Et pour l'instant, elle n'est pas active. Donc voilà, le petit taquet, il n'est pas actif. Donc là, c'est une feature qu'on peut activer manuellement. Après, on a tout un tas de stratégies pour dire que la feature est active qu'à partir d'une certaine date, ou entre telle heure et telle heure dans la journée, ou on a même en fait une notion de feature scriptée qui va être activée suivant un contexte applicatif donné, donc c'est-à-dire suivant l'utilisateur qui est connecté ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, moi, je vais la laisser en mode pas de stratégie, je vais juste la changer à la main. Donc, si on retourne sur chez Laurent, voilà, le site est comme d'habitude. Et donc, dans Izanami, j'update ma feature, je retourne chez Laurent. Et donc, voilà, j'ai le bandeau de Noël qui est activé avec le petit chapeau. Donc, voilà, c'est super cool. Le rouge sur le vert, ça donne super bien, on voit rien. Ouais, les qualités de graphiste, Mathieu, moi je sais. C'est saisissant. Ouais, c'est saisissant, tout à fait. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de notre SaaS qui est vraiment génial. On se fait plusieurs millions d'euros par mois et du coup, on peut arrêter de bosser, c'est cool. Et tu peux revendre ça quelques milliards. Exactement, quelques milliards. À TripAdvisor, justement. Exactement, TripAdvisor. Donc voilà, c'était la partie démo. Puis je vais te laisser la main, François, pour nous expliquer. Izanami peut faire aussi du feature flipping et tout. Enfin, pas du feature flipping, de l'A/B testing, pardon. Oui, on peut faire de l'A/B testing et de la configuration distribuée. Voilà. Mais tu as fait une belle démo. Merci, Mathieu. Pas de souci. Du coup, je te mets en plein écran. Ouais, du coup, c'est le moment où on arrive et après avoir vu tout ça, on se demande qu'est-ce que la Maïf vient foutre là, en fait. Parce qu'on a parlé beaucoup IT, on a parlé restaurant, bon, c'était le cas métier exposé, mais c'est comment, en fait, la Maïf, qui est une assurance, qui est plutôt une image vieillotte, est arrivée à développer Autoroshi et Izanami et toutes les autres briques comme ça. Avant de répondre à tout ça, je vais me présenter déjà. Donc moi, je m'appelle François Démier, je suis architecte solution chez Maïf. Ma compétence principale étant de faire des slides, évidemment. Du coup, plus sérieusement, donc revenons-en à la Maïf. Donc la Maïf, pour vous donner le contexte, c'est une entreprise qui a été créée en 1934. Donc on est de la vieille économie, on a une vieille dame, forcément old school, forcément avec beaucoup de patrimoine informatique, on va dire, parce qu'on s'est informatisé au fur et à mesure des technologies. Donc on a beaucoup de patrimoine.
Mais ce qu'il faut retenir de la Maïf, c'est que c'était on est la pionnière des mutuelles en France, en fait. C'est vraiment dans l'ADN de Maïf d'avoir cette notion d'effort individuel au service du commun et au service du collectif. Et du coup, c'est déjà une philosophie qui peut se décliner dans l'open source assez facilement, en fait. Donc tout ça pour dire que c'est dès le début de la Maïf, on a cet ADN, cette sensibilité pour le partage des savoirs. Et du coup, ce qui nous caractérise historiquement, en fait, on le décline aujourd'hui par un engagement notamment sur tout ce qui est numérique, un engagement fort qui est piloté par notre direction hein, sur le fait de mettre le numérique au service de l'homme. Donc, il s'agit de conserver une maîtrise technique de ce qu'on fait, donc pas toujours acheter des trucs à des géants américains ou chinois qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Je dis pas toujours parce que ça arrive quand même. C'est partager notre savoir-faire en open source, c'est aussi de mettre en avant un numérique qui est inclusif et accessible. C'est aussi un engagement fort sur la protection de l'intimité numérique. Tout un tas de choses. Enfin, de toute façon, ça c'est précisé sur la charte numérique Maïf qui est disponible sur notre site. Mais c'est pour bien montrer que l'engagement originel de la Maïf, en fait, on le retrouve aujourd'hui à l'heure de la transformation numérique. Et du coup, justement, transformation numérique, on est des assureurs un peu old school. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, il y a des startups qui ont déjà l'agilité liée à l'infrastructure, liée aux facilités de gestion d'infrastructures fournies par le PaaS, notamment Clever. Mais nous, on n'a pas ça forcément. Là, Mathieu, il fallait que tu changes de slide. Ah, parfait. Mais du coup, en 2016, en fait, il y a notre direction qui s'est interrogée. OK, on a un legacy, entre guillemets, Yard, donc très assurance, qui est un peu old school, mais qui fonctionne, hein, qui rapporte des sous à la boîte. Mais à côté de ça, par rapport aux nouveaux enjeux de la transformation numérique, par rapport aux nouvelles menaces aussi, à la fois de start-up, mais à la fois de grands groupes qui tentent des choses dans le monde de l'assurance de plus en plus, on pense à Google, Amazon, comment on ferait à la Maïf, comment on pourrait se doter à la Maïf d'un outil qui serait assez agile pour pouvoir facilement répondre à toutes les mutations du marché. Et du coup, la commande de la direction, c'était dans ce sens-là de dire, aujourd'hui, si on devait construire une plateforme agile et qui nous permette agile au sens techno, hein, pas juste mettre un Scrum Master dans l'équipe et tout change. Là, c'est vraiment au sens les fondations de mon archi, comment je les rends agiles pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux et à toutes ces mutations. Et donc la commande, c'était comment si on construisait une nouvelle plateforme, un nouveau SI from scratch à la Maïf, comment on s'y prendrait et qu'est-ce qu'on ferait par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, par rapport à toutes les inspirations et à l'état de l'art qui peut exister sur le web et sur les nouveaux géants en gros économiques actuels. Donc à partir de là, on a lancé une étude en fait sur plusieurs mois, conjointement avec Serly, sur quelles seraient toutes les bonnes pratiques et toutes les choses à mettre en œuvre dans ce nouveau SI qu'on pourrait construire. À ce moment-là, on est juste dans qu'on pourrait construire. Donc, il y a tout un tas de règles qui ont été éditées, elles ont été formalisées, ces règles, dans un jeu de cartes, un vrai jeu de cartes qui existait, on l'a vraiment édité, ce jeu de cartes, qui représente sur 5 thèmes, donc le time to market, donc la capacité à vite mettre sur le marché un nouveau produit, parce que si on met vite un nouveau produit sur le marché, ça nous permet aussi que ça nous réduit les coûts, donc quand on coûte moins cher, on peut aussi se permettre plus de fantaisie et plus d'audace. Comment on doit mettre l'expérience utilisateur au cœur de tous nos travaux, comment aussi l'humain, en tant que, pas uniquement en tant que client, mais en tant que personne dans l'entreprise, comment on place l'humain dans tout ça pour qu'il s'y retrouve, parce qu'une personne comment dire, qui s'épanouit est une personne aussi plus efficace pour l'entreprise, il faut être lucide. Comment on rend cette nouvelle plateforme interopérable avec plein de partenaires pour diversifier l'offre, ouvrir des nouveaux marchés, et aussi un dernier chapitre qui est les règles du jeu, en fait, qu'est-ce qu'on doit mettre en place et à quelles règles on ne doit pas déroger pour que ça marche. Donc on en a fait un jeu de cartes. Alors je ne sais pas si Mathieu, tu peux montrer rapidement le jeu de cartes tant qu'on y est. Parce que ce jeu de cartes, il est dispo, il est open source, il est dispo sur notre GitHub. J'ai marqué github.io/cards. Vous pouvez vraiment aller chercher en gros les sources de jeux de cartes et l'imprimer vous-même si vous le désirez, ou consulter les cartes en ligne. Donc il y a tout un tas de cartes rangées par catégorie. C'est vraiment tout ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce qu'a expliqué Mathieu, en fait, toutes ces règles-là.
Et on peut même le traduire en chinois ou en russe à la volée, c'est assez rigolo. Enfin, bon, bref, c'est magnifique. Donc, vous pouvez aussi choper la source en fait, qui vous permet d'éditer et d'imprimer le jeu de cartes. Donc, à partir de cette étude donc, qui a été formalisée en jeu de cartes, on s'est lancé dans la construction d'une plateforme. Donc, si vous avez bien suivi, bien sûr que cette plateforme, on l'a construite sur Clever Cloud, parce qu'on a estimé que le PaaS était la bonne forme pour la construire et pour nous permettre d'être le plus agile et de se concentrer le plus possible sur le métier, comme l'a dit Laurent. Donc, sachant que le métier sur ce diagramme, c'est les parties service 1, service 2, service N, c'est tous les produits qu'on va pouvoir facilement développer et déployer sur notre plateforme qui repose sur Clever à destination des gens. Les gens, c'est toutes ces personnes qui vont parcourir nos sites et nos produits pour acheter plein de trucs et nous permettre de faire de l'argent et de ne pas se faire manger par Google et Amazon. Donc, ça marche un peu comme Mathieu l'a expliqué tout à l'heure, c'est avec Autoroshi en gardien du temple, qui capte tout le trafic entrant et qui sait le router sur les services qui vont bien. Pour communiquer, pour qu'un service communique à Izanami s'il doit afficher sa feature ou pas, c'est pareil, ça suit le même chemin. Enfin, tous les trucs qu'on a montré un peu tout à l'heure. Il faut bien comprendre que là, l'idée est de faciliter la vie des équipes produits qui sont derrière les services pour qu'elles puissent facilement en déployer, facilement les faire évoluer et qu'elles se concentrent vraiment sur la valeur métier et pas sur le est-ce que je vais avoir une machine disponible ou un environnement disponible pour tester ma nouvelle feature, qu'on ne perd pas 3 semaines à ça, mais qu'elles puissent bien, sur une bonne idée, facilement arriver à la tester en prod. Donc, du côté des développeurs, ça donne quoi? Ça donne un ensemble d'outils qui sont pilotables par API. Donc, on a dit Clever, on a dit Autoroshi. Mathieu a montré comment on pouvait créer des services avec l'API d'Autoroshi, comment on peut créer des apps avec l'API de Clever Cloud, mais aussi comment on peut créer des repositories de code à la volée sur GitHub, sachant que quand on déploie sur GitHub, on l'a dit tout à l'heure, quand on push sur la bonne branche sur GitHub, ça déploie automatiquement sur Clever. Et nous, en fait, pour faciliter ça et pour éviter que nos devs ils s'embêtent à aller sur GitHub, créer leur repo, à créer une app dans Clever pour aller la lier au repo, puis à créer le service dans Autoroshi pour router le trafic, on a créé un petit portail qui s'appelle Akorokamui, c'est une grosse pieuvre qui, avec toutes ses tentacules, peut taper un peu toutes les API. Pour automatiser tout ça, en gros, on peut facilement créer un nouveau produit, on tape son nom et ça a créé le service Autoroshi, le repo dans GitHub, l'appli Clever Cloud automatiquement. Comme ça, on peut dupliquer un environnement. Typiquement, on s'en sert quand on doit faire des bug bounty ou des audits de sécurité. On voit un environnement isoprod, en 2 clics sur Akorokamui, on a dupliqué un environnement. Et du coup, c'est instantanément dispo et c'est parti, rouler jeunesse. Du coup, ça facilite quand même beaucoup la vie afin que les développeurs se concentrent vraiment sur l'applicatif et le code métier, en fait, et pas du tout sur des problématiques d'infrastructure qui n'apportent pas d'argent à l'entreprise. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on s'est vite rendu compte en fait que ce qu'on avait fait, Autoroshi, Izanami, il y avait des choses qui ressemblaient sur le marché, mais il n'y avait pas forcément de choses qui étaient qui remplaçaient fonctionnellement exactement le périmètre que couvraient ces solutions. Et on s'est rendu compte que ça pouvait servir d'autres personnes, ça pouvait servir à d'autres, ça pouvait leur faciliter la vie. Et ça pouvait aussi, nous, en retour, on pouvait bénéficier de leur expérience et de leur contribution éventuelle à ce truc, à nos produits. Donc, on a décidé de les ouvrir en open source. À partir de là, il y a plein d'avantages à ça. Hein. Ce que je disais, ça permet aussi de mettre une certaine exigence de qualité de code. Hein, quand on sait que ce qu'on fait pour l'entreprise sera visible par nos pairs un peu partout et qu'on se dit qu'on va faire des conférences pour le présenter. On a envie de bien faire quand même. C'est un petit challenge qui est très motivant pour les équipes. C'est aussi, comme on l'a dit, dans l'ADN de la Maïf, hein, de partager un travail qui est un travail Maïf, mais de le partager pour que tout le monde en bénéficie et que nous, en échange, on puisse avoir des retours d'expérience positifs. Sachant que si on nous dit un jour, c'est débile parce que si la MAF ou si la Massif décide Autoroshi, vous allez les aider. Mais en fait, on s'en fout un peu au final de les aider. Au contraire, parce que c'est pas sur un reverse proxy HTTP qu'on va faire la différence. Nous, en tant qu'assureur, c'est sur
nos contrats d'assurance, c'est notre façon de gérer des sinistres. Donc, à la limite, c'est même pas. Enfin, typiquement, on ne va pas open sourcer une façon de tarifer nos sinistres, ou alors pour d'autres raisons. Mais c'est pas du tout contre business en fait. Faut vraiment le prendre comme ça. Pour nous, c'est vraiment gagnant-gagnant en fait de faire ce genre de démarche. Voilà, donc du coup, je crois que j'ai tout fait. Donc, fort de tout ça, petit à petit, en fait, ça a pas mal essaimé la démarche. Déjà, parce que au-delà de la plateforme qu'on a créée from scratch, Autoroshi et Izanami aujourd'hui sont utilisés sur nos briques sur nos briques internes, en fait, j'ai envie de dire, sur nos briques dans le LAN. Typiquement, on a Izanami qui est utilisé, je crois que Gauthier, justement, l'a beaucoup utilisé côté MaïfFR, donc sur notre site internet, et qui est sur une autre stack. Eux, ils ont instancié Izanami pour faire du feature flipping. Sur Autoroshi est aujourd'hui déployé sur Azure, par exemple, sur un autre fournisseur, parce qu'on a plusieurs fournisseurs cloud à la Maïf. On a aussi Autoroshi sur Kubernetes. Aujourd'hui, Mathieu a fait tout un travail pour intégrer profondément, on va dire, Autoroshi à Kubernetes. Donc, ça arrivera dans une prochaine release d'Autoroshi très prochainement. Mathieu, si tu veux dire 2 mots là-dessus, n'hésite pas. Juste, effectivement, on a des premiers alphas là, qui ont commencé à sortir avec le support Cube et on travaille d'arrache-pied dessus pour vraiment le tester en interne, que ce soit vraiment rock solide avant de faire la vraie release. Donc, c'est vraiment une intégration poussée. Ça permet de faire qu'Autoroshi agisse comme un ingress controller, soit à la manière normale Kubernetes, soit avec des CRD beaucoup plus poussés pour contrôler exactement ce qu'on veut, avoir du MTLS de bout en bout, des choses comme ça. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais on essaye de faire un truc pas trop mal. Donc, en plus de ça, on a un autre outil qui a été développé, c'est Nio, qui nous permet de centraliser nos consentements en fait, au niveau relatif au règlement RGPD. Donc, du coup, c'est un outil auquel on concentre tous les consentements de nos utilisateurs et on peut les exposer ainsi aux différents canaux de distribution Maïf, que ce soit le self-care sur Internet ou par les outils sur les outils de nos gestionnaires en fait. On a Mélusine qui est un truc assez sympa, donc c'est complètement sorti de la sphère de notre plateforme, ça Mélusine. C'est nos équipes on a un data lab en fait, vraiment nos équipes de data science qui se sont emparées de cet esprit open source qu'on avait initié pour ouvrir leur outil Mélusine de gestion des emails en fait. C'est une bibliothèque qui permet d'analyser le contenu de nos emails entrants en fait et de les gérer au mieux, de les router au mieux vers le bon service. Parce que c'était un des trucs qu'on avait repéré que je crois que c'était genre 15% du temps, nos gestionnaires, ils le passent à remettre un mail au bon endroit en fait, parce qu'il est routé chez eux et c'est pas eux de le traiter. Et c'est 15% de 5000 salariés, on se rend compte un peu du coup que ça peut représenter pour une entreprise. Et du coup, ils ont bossé là-dessus, ils ont eu pas mal de distinctions sur des salons data. Donc c'est vraiment alors il y avait des choses qui existaient, mais comme il fallait adapter au langage français, au langage Maïf, c'était très très précis. Mais du coup, c'est un moteur un moteur TensorFlow, je crois. Alors je suis pas expert, mais c'est quelque chose comme ça. Et en gros, c'est vraiment intégré nous dans notre processus de réception des mails et d'intégration à notre JED en fait. Et ça permet de router le mail et tout vraiment efficacement. On a vraiment des retours positifs à la fois en termes de chiffres business et en termes de satisfaction de nos gestionnaires, quoi. Là-dessus, il y a un nouveau truc qui est arrivé récemment. On l'a présenté à Montpellier, je crois que c'était il y a 1 an et demi, mais c'était pas encore tout à fait fini au Sunitech. Maintenant, il est dispo, on l'utilise à la Maïf. En fait, c'est Daikoku. Alors, Daikoku, c'est le partenaire d'Autoroshi. En fait, c'est un espèce de self-service pour aller choper, pour utiliser les API qui sont exposées sur Autoroshi. Je m'explique. En gros, c'est un catalogue à destination des développeurs ou de soit Maïf ou de partenaires en fait qui seraient amenés à utiliser des API Maïf. En gros, dessus, il y a toutes les API exposées par Autoroshi et on peut demander, par exemple, moi, cette API-là, je veux y accéder. Est-ce que je peux avoir une clé d'API pour l'utiliser? Et dedans, en plus de ça, il y a une description de l'API, il y a le Swagger qui est automatiquement intégré. Ça fait toute une gestion de contenu en fait pour présenter les API. C'est en début d'utilisation à la Maïf et c'est encore en progrès. Du coup, on a peut-être quelques petites évolutions du UI avec les premiers retours qu'on a. Donc, on bosse directement avec ceux qui l'utilisent pour l'améliorer. Mais cet outil est aussi disponible et vous
pouvez facilement le déployer à côté d'Autoroshi. C'est vraiment un compagnon, quoi. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur Maïf GitHub.io. Les petites infos sympas aussi c'est qu'on a eu alors je crois que c'était en 2018, décembre 2018, on a eu le trophée du projet open source de l'année avec Autoroshi Izanami à Paris, à le Paris Open Source Summit. Donc on était tout fiers de nous et c'était une super reconnaissance, surtout pour les devs en fait, parce que même si malheureusement c'est pas les devs qui ont été récoltés le prix, c'est les chefs, mais c'était quand même une super reconnaissance pour eux. Voilà, donc oui, on a souvent des questions sur pourquoi c'est japonais, pourquoi il y a des petits pictos comme ça, mais ça c'était juste un délire de l'équipe parce que c'est les développeurs qui ont même choisi les noms qu'on allait donner au produit. Et quand une petite équipe délire un peu, ça donne vite un truc assez rigolo au final, assez conceptuel mais assez rigolo et assez différenciant, on va dire. Moi, j'ai plus grand chose à rajouter. Je crois qu'il reste un petit quart d'heure de questions, 10 minutes. C'est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Nous, en attendant, on peut vous souhaiter bonne fête avec un petit Autoroshi dédié, quoi. Ah, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Et bravo. Et oui, parce que ça fait un peu briller les yeux. Voilà. Hein. Alors, sachant qu'on a potentiellement plus de 10 minutes de questions, oui. C'est selon vous, vos dispos et les gens. Hein. Après, Ouais, non, on est dispo, il n'y a pas de souci. On est à la cool. Ce qu'on vous propose pour les questions, alors ça serait peut-être plus sympa que les gens les posent en vrai plutôt que les écrivent, mais par contre, peut-être demander dans le chat si vous avez une question, puis on vous passe la parole pour essayer que ce soit, qu'on ne se trouve pas tous la parole. Voilà, n'hésitez pas à lever. Je crois qu'il y a un système de levage de main aussi ou de petites réactions. Moi, je vais commencer quand même par une première question. S'il y a des gens timides, ça permet de manquer. Là, vous nous avez raconté une très, très belle grande histoire. Est-ce qu'on aura le droit aussi à la petite histoire, à savoir comment vous êtes mis en relation, comment ça a commencé, voilà, comment ça s'est fait et le pourquoi initialement aussi? Laurent, on te laisse gérer le truc. Non, mais sinon, je peux le faire. Hein, écoute, je peux commencer. Écoute, il y a des légendes urbaines, tu sais, de comment ça a commencé Clever Cloud à la Maïf. Donc, je pense que c'est peut-être François mieux placé pour ça. Mais en tout cas, nous, ça faisait un moment qu'on travaillait avec Serly, que Serly utilisait Clever Cloud pour d'autres projets. Et il se trouve que dans le bassin local à Serly, il y avait la Maïf. Maïf a employé des gens de Serly, ont eu des problèmes particuliers. Et là, il y a des gens de Serly qui sont arrivés et qui ont dit ouais, Clever Cloud, c'est une option. C'est une façon de le présenter. Après, je ne sais pas si François, tu le vois différemment. Non, je pense que c'est assez juste. C'est Mathieu, notamment, Sébastien Prunier chez Serly, Chris Woodrow, qui à l'époque était Serly, même si maintenant il est chez nous, qui sont arrivés avec ces idées-là, un peu, qui nous ont convaincus, parce qu'ils ont eu un discours convaincant, ils nous ont prouvé que c'était des bonnes idées. Et du coup, nous, ça a adhéré assez vite. Alors, pas chez tout le monde à la Maïf du premier coup, il faut être lucide. C'est pas quand tu arrives avec du pass et on va tout refaire à zéro. Enfin, après, on n'a pas tout refait à zéro, on a tout refait à côté et différemment. On n'a pas remplacé le cœur Maïf, mais c'est forcément qu'au début, il y a des gens qui disent pourquoi on ferait différent de ce qui marche en ce moment et ce qui fait vivre la boîte depuis des années. Donc c'est normal, il faut convaincre, il faut montrer qu'on. Et c'était aussi un côté un peu expérimental au départ, et ce qui a fait amusant, c'est qu'un côté expérimental est devenu en fait un truc qui tourne toujours au bout de plusieurs années, et on met toujours des nouvelles choses. Je pense notamment on a une filiale Maïvi qui fait de l'assurance de personnes, qui ont déployé des choses au départ presque à contre-cœur sur notre plateforme Open, du coup c'est comme ça qu'on l'appelait sur Clever, et qui finalement maintenant en redemandent parce que c'est plus simple pour eux sur les nouveaux produits, notamment quand ils sont exposés à des partenaires. Quand ils exposent leurs services à des partenaires, c'est plus simple pour eux de déployer sur cette plateforme-là que de faire tout un autre truc plus compliqué et où ils ne savent pas où ils iraient, en fait. Donc du coup, je pense que toutes les équipes qui ont développé dessus ça ont du mal à faire autre chose après. Mais ça vient bien de Serly, du coup, le chemin s'est fait un peu comme ça. Après, on avait l'habitude de bosser avec Serly à la Maïf parce que c'est une boîte qui est présente à Niort, étant de Poitiers. C'est une boîte qui fournit des prestations de qualité, donc forcément, ça se fait vite remarquer quand on a affaire à beaucoup de mastodontes de SS2I qui, du coup, font plus de la quantité du centre de service que de l'informatique vraiment spécialisée et de haut niveau. C'est pas du tout un jugement de valeur que je fais. On baisse sur une SS2I qui est...
C'est une SS2I qui avait même. Alors Laurent, je t'ai pas entendu. Ouais, Laurent, ça a lagué. Tu vois, c'est une SS2I qui avait même. J'entends par là. Ça lag. Ce que je disais, c'est que c'est toujours cool d'avoir une SS2I qui est alignée sur les mêmes problématiques que toi, à savoir être aligné sur ton succès, là où tu as des SS2I qui sont alignés sur te vendre des jours. Voilà, c'est ça. Puis Et c'est pas du tout la même et chose. toi, c'est pas du tout la même chose, c'est plus du tout la même approche. Et faut jamais oublier que quand tu développes des produits ou que ce soit un socle technique pour y poser des produits ou le produit lui-même, il n'y a rien de moins cher que la qualité au final. Enfin, on peut y passer plus de temps, y passer. Si un truc fait vite en centre de service, ok, au forfait, tu auras peut-être l'impression que c'est moins cher, mais si tu dois payer de la TMA pendant 6 ans parce que le truc est fait comme ça, c'est pas forcément rentable à la fin, quoi. Enfin, si on voit à long terme, il n'y a rien de moins cher qu'un truc de qualité qui tourne bien. Mais on n'est pas là pour débattre des SS2I. Non, non. On le fera après la fin de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des petites questions? Moi, j'en ai, sinon j'en ai plein. Donc, je vais en poser. Chacun ton tour. Voilà, ça fera venir. Maintenant, vous êtes éditeur open source ou vous êtes toujours développeur pour la Maïf? En fait, Alors, tu parles à Mathieu, du coup. Ouais, la question cachée derrière, c'est un job à plein temps de maintenir ces produits parce que je présume que vous les faites évoluer. C'est pas moi, je les ai connus il y a très longtemps sur une presse au Jug. C'était tout juste, vous aviez les jeux de cartes qui étaient tout neufs, les peintures n'étaient pas sèches encore. Ça doit prendre du temps et en gros, c'est une occupation à plein temps maintenant de maintenir ces outils-là. Donc oui, c'est une occupation à plein temps. Dans l'équipe, on est 4 devs. Alors, ça dépend, c'est un peu c'est modulaire, mais dans les faits, ouais, on est à peu près 4 devs à plein temps à gérer le truc. Et effectivement, on fait évoluer tous nos produits. Après, là, François a montré que la partie open source, après, on a d'autres produits qu'on n'a pas osé open source. Je ne sais pas si c'est osé, mais c'est des produits qui, si on les open source, ça force tellement notre façon de faire que soit on les prend tels quels, soit on ne les prend pas. Donc, on se pose la question si. Mais bon, bref, on a ces produits-là à maintenir également. Ouais, j'ai parlé vite fait de Akoro Kamui, du coup. Voilà, là-dessus. Akoro Kamui, typiquement, c'est un projet qu'on n'a jamais osé open sourcer parce qu'il force vraiment notre façon de penser. On ne sait pas si c'est très pertinent en fait, pour d'autres gens. Peut-être qu'un jour, on finira par. C'est peut-être pas assez agnostique de notre façon de faire, en fait. C'est ça. Pas assez générique. Là où Otoroshi ou Izanami, c'est facilement implémentable, même dans d'autres écosystèmes, dans d'autres environnements que Maïf. Akoro Kamui, c'est vraiment spécifique à nos usages à nous. Donc, c'est peut-être moins de pertinence. Et donc, dans les faits, on est tous à peu près. Alors, je ne te dirais pas que c'est du 100% là-dessus, mais après, on va faire des choses pour la Maïf dans le cadre de ces projets. Typiquement, la partie compatibilité Kubernetes, ça fait typiquement partie des travaux que j'ai commencé sur Otoroshi pour la Maïf avant tout. Mais là encore, quand je fais des features dans Otoroshi, par exemple, et c'est pareil pour tous les autres projets, l'idée, c'est que j'essaie d'extraire le besoin fondamental du truc, qui est souvent donné par rapport à une vision Maïf des choses, et de faire en sorte de fournir une fonctionnalité qui est complètement générique et configurable dans la bonne façon de faire, enfin dans la façon voulue par la Maïf. Et typiquement, là, les travaux que je fais autour de Cube, c'est typiquement ça, c'est la Maïf est en train de bouger pas mal de patrimoine sur du Kubernetes. Ben, comment faire pour aider les gens qui vont faire ça à utiliser Otoroshi dans les meilleures conditions, avec le même paradigme, de manière idiomatique, en fait. Voilà. Donc, oui, ça nous prend du temps, mais on n'est pas entièrement dédié à ça. On est aussi développeur Maïf, mais aussi développeur, c'est un peu moite-moite, on va dire. Et on essaye de se positionner à la Maïf même comme éditeur open source, en fait. D'accord. Ouais, okay. Ce qu'on essaye de faire, alors ça prend plus ou moins, c'est pas toujours facile parce que les habitudes de travail ne sont pas forcément adaptées à ça, mais typiquement, on essaye que l'équipe dont fait partie Mathieu soit éditrice, même sur des clients Maïf, en fait. Enfin, pour que les clients Maïf contribuent. Moi, le jour où un Maïf crée une issue sur le GitHub de Otoroshi parce qu'il y a un truc qui ne marche pas et qui voudrait, je trouverais ça génial, en fait. On n'en est pas encore là, parce que souvent, on passe par les process plus classiques Maïf. Mais l'idée, c'est vraiment de fournir, d'être responsable d'un produit, même au cœur de la Maïf, et d'avoir la même attitude, en fait. Parce que je pense que cette démarche-là, elle est positive, en fait.
dans tous les Et cas. vous prêchez un peu l'inner source à la Maïf, du coup? C'est un peu ça, si tu veux, mais alors l'inner source, moi je le vois plus dans la réutilisation de composants, pas forcément de produits aussi gros qu'Otoroshi, tu vois, mais oui, c'est un peu l'idée. Et même de faire en sorte que les gens adoptent ces postures-là, en fait. Parce que quand j'utilise un produit qui est fait par une équipe à côté de chez moi, mais je peux y contribuer aussi à ce produit s'il y a quelque chose qui me gêne, plutôt que de dire c'est pourri, ça fait pas ce que je veux. Tu vois, enfin, l'idée, c'est vraiment de porter ça, quoi. Cette situation rencontrée. Il y a Laurent qui voudrait poser plusieurs questions. Donc, Laurent, n'hésite pas à mettre ton micro. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Très Oui. bien. Bon, alors moi, je suis pas développeur, mais j'ai quand même suivi la conversation jusqu'au bout. Euh, J'aurais quelques questions par rapport aux produits qui contiennent les restaurants. Est-ce que vous pensez le sortir et quand? Euh, le marketing, le prix, est-ce que c'est réfléchi? Et est-ce que vous envisagez de nouvelles fonctionnalités? Euh, Je crois pouvoir parler au nom de tout le monde en disant qu'on a Une du démo. temps très limité. Après, Ouais. j'ai essayé de faire en sorte que le truc soit le plus proche possible de quelque chose, une base utilisable, en tout cas, si ça intéresse quelqu'un, voilà, n'hésitez pas. Après, c'était plus pour montrer les choses. Après, c'est vrai que l'idée peut avoir du sens. J'imagine que d'autres gens ont eu la même idée. C'est-à-dire que Comment le c'est cette besoin situation? existe. Comment? Laurent, c'est encore un peu haché. Ouais. Tu veux bien répéter? Le besoin clairement existe. Je pense avoir compris que Ouais, effectivement désolé, c'était. clairement, le besoin existe. C'est Mm. le use case original. On l'a eu quasiment. Ouais. On a du mal, Laurent. Ouais, on t'entend plus du tout, Laurent. Mais c'est l'idée, effectivement, c'est quelque chose qui est On a eu le vraiment. use case, toi, tu as dû faire pour un de tes potes, moi aussi, je sais pas, tu t'as demandé. En tout cas, vous savez qu'il y a de la demande. Si vous êtes intéressé le week-end pour continuer à travailler dessus, voilà. Et WordPress n'a qu'à bien se tenir. Exactement. Alors, une autre question, ce ne sera pas le petit concours pour. Oui, oui, exactement. Tant qu'il y a encore du Il monde n'avait de pas l'autre plusieurs côté. questions, Laurent, du coup? Oui, ben, c'était ça, c'était Ok, le marketing, l'enchaînement. le Ok. prix, l'immersion. Non, ça, il n'y a pas eu d'étude de marché, c'est une Non, démo. non, là, pour le coup, Ouais. on n'a pas trop Parce que étudié la chose. moi, de mon côté, pour vous dire, j'ai contacté à peu près 200 restaurateurs en 15 jours. Et bon, j'ai laissé beaucoup de messages parce que beaucoup étaient fermés. Et en fait, j'ai pas eu de retour positif, ou alors les quelques personnes qui étaient intéressées par mon produit au prix où il était, hein, n'étaient pas prêtes à signer. D'accord. Non, nous, en Ok. tout cas, c'était juste une démo. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Il y a pas Non, de... non, il n'y a pas de Je volonté. vais retenter de parler. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, on Très bien. t'entend mieux. Merveilleux. Le problème principal qu'il faut régler quand tu adresses ce genre de choses, c'est le problème de la double saisie, et qui est un problème auquel je me suis heurté plusieurs fois, où tu as déjà énormément de restaurateurs, ou moi en l'occurrence c'était une cave, donc c'est un peu comme une épicerie, ils ont déjà saisi la plupart de leurs items, de tout ce qu'ils vendent, ils ont déjà une compta à saisir, ils ont toutes ces choses-là, et en fait ils ne veulent pas se répéter, et ils vont difficilement aller vers un produit tout neuf qui va leur demander de tout ressaisir, et ils vont, de ce que j'ai vu, privilégier les choses qu'ils ont déjà, avec déjà et installer des modules de click and collect, des choses comme ça. Donc c'était clairement plus pour l'exemple. Je pense que s'il y avait une démarche réelle à faire, ce serait probablement plus un produit qui résout ces problématiques de double, de triple, de quadruple saisie. Moi, à côté de Clever, j'ai aussi une boîte dont le boulot est de vendre de la bière et du vin à des restaurateurs et à des caves, et c'est vraiment ça le problème. D'accord. Ouais, donc en plus, tu as l'aspect, tu as déjà l'œil utilisateur final, Laurent. D'accord. Ok. Un peu. Est-ce qu'on fait une pause dans les questions? On y revient tout de suite. On voit, Mickaël, que toi aussi, tu as une question à poser. C'est juste pour profiter de votre présence à tous pour voilà, déterminer qui est le regagnant du t-shirt du mois. Donc, du coup, est-ce que je vous laisse remontrer le rébut pour que les gens réfléchissent s'ils n'ont pas eu le temps? Et celui qui
qui répond en C'est premier une dans le expression chat. qu'on peut dire quand quelqu'un te dit quelque chose en anglais. Donc, répondez dans le chat. Et puis, le premier. Et si vous ne savez pas, il faudra encore d'autres indices. Et sinon, je pourrais m'acheter un t-shirt aussi Oui, tu me redonneras après. D'accord. Est-ce qu'il y a des t-shirts Opoun? Opoun. Ah, il y en a plus, malheureusement. Je crois Je crois qu'on en a des vieux, mais les moches noir et blanc, là. Les beaux, on n'en a plus, ils sont partis. Je crois que c'est à Devox ou quoi, mais on s'est fait ravager. Ouais, Je tente ça ma chance, paraît du coup. Allez, je tente ma chance. Le premier qui potentiellement recopiera la réponse de Fanny, du coup. Voilà. Qui a déjà, si c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. J'avais cherché Absolument. pendant 2 heures hier, je n'ai jamais trouvé. J'étais très très loin. Bon, si personne ne le veut, un t-shirt, au pire, on fera un truc au hasard, ou alors on aura 2 t-shirts au prochain TEDx. C'est pas bien grave. Est-ce que Nickel, tu veux prendre la parole du coup pour donner suite aux questions? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Très bien. Enchanté. Du coup, moi, je suis développeur, donc c'est une question plutôt technique. Donc, vous avez parlé d'Otoroshi tout à l'heure. Vous disiez qu'il fallait que tous les appels passent par cet outil. Oui. Est-ce que du coup, ça pose une problématique quand on a une forte charge, par exemple? Parce que s'il y a Alors, beaucoup d'appels, forcément, oui, c'est la première question qui vient en tête quand on propose ça. Et en fait, Otoroshi est complètement scalable. Il n'y a pas de. Enfin, je ne te dirais pas qu'il n'y a pas de single point of failure, mais dans les faits, on essaye de tout faire pour que ça n'existe pas. Donc, soit tu peux le scaler horizontalement. Donc, en fait, Otoroshi, il a une database derrière. Donc, dans le meilleur des cas, un Redis. Et donc, après, tu peux mettre plusieurs instances sur le même Redis ou sur des Redis qui sont liés les uns aux autres, des esclaves, des maîtres, etc. Donc, ça, c'est la première façon de scaler et ça marche plutôt bien. Nous, sur Clever, c'est typiquement comme ça qu'on fait actuellement. On est en mode. Alors, il y a de l'autoscaling, on a deux instances minimales et on en a, je ne sais plus combien max, et ça se débrouille comme ça. Et après, on a un mode clustering où on va avoir des nœuds Otoroshi qui vont être leaders, donc qui vont gérer, c'est vraiment le control plane, c'est-à-dire que tu as l'API d'Otoroshi qui est sur ces nœuds-là et qui sert vraiment de référence en termes de données. C'est là-dessus que la base de données est connectée. Et ensuite, il y a des nœuds workers qui se connectent aux leaders qui, eux, sont purement in-memory et qui se mettent à jour par rapport aux leaders pour avoir les dernières données possibles. Et c'est elles qui sont en charge vraiment de router le trafic. Et elles sont purement en mémoire. Si elles ne peuvent plus contacter le leader, elles gardent la dernière version en mémoire. Elles font juste du routage. Elles ne gèrent pas l'API d'Otoroshi. Elles ne gèrent rien. Elles font juste le routage, point barre. Et donc là, avec ça, dans les faits, t'es plutôt pas mal, quoi, normalement. Ok, ouais, ok, super. Bon, merci beaucoup, c'est très complet comme réponse. Pas de souci. Moi, j'avais plus une question organisationnelle. Vous avez dit que tout à l'heure qu'une des clés de réussite, c'était de faire dans la transformation numérique et pas digitale d'une entreprise, de faire tout from scratch. Qu'est-ce que vous dites justement aux entreprises qui s'évertuent à essayer de construire quelque chose à l'endroit même où il y a encore du legacy avec les anciennes façons de faire, etc. En fait, on ne peut pas tout faire from scratch. C'est pas possible. Nous, il y a un tel patrimoine. Enfin, on s'est informatisé dans les années 80 avec des technos des années 80 qui ont fait le taf, qui, pour beaucoup d'entre elles, sont encore là. Enfin, il y avait des bonnes raisons de choisir ces technos-là à ce moment-là. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est tout pourri ce qu'on a, faut tout refaire. En plus, dans l'état, c'est pas si simple que ça de tout refaire. Enfin, c'est nous réimplémenter dans un nouveau truc des règles métiers qu'on sait plus trop comment ça marche, que ça fait 30 ans qu'elles tournent sur un. C'est vraiment un risque de ouf. Hein. Enfin, et typiquement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de DSI en France qui soient prêtes à ça, à prendre ces risques-là. Après, par contre, casser des bouts de ce qui existe petit à petit
et les rénover et les isoler pour casser les gros monolithes Oracle où il y a tout dedans vers une approche peut-être plus microservice, quoique j'aime pas le terme microservice parce que qu'il soit petit, c'est pas un problème de taille de service, c'est un problème de fonctionnalité en fait, de périmètre fonctionnel. Et nous typiquement, on a commencé à faire des choses, on a commencé à extraire de notre CRM qui est un gros produit classique qui appartient à Oracle du coup, mais j'ai rien contre Oracle encore une fois, un petit peu quand même. En gros, on a extrait une fonctionnalité qui est la fonctionnalité de gestion de connaissances de nos personnes, de nos sociétaires, de nos clients, enfin du coup plus large que les sociétaires, de nos clients et nos prospects. Ces fonctionnalités-là, on l'a extraite et elle tourne aujourd'hui sur Clever, sur notre plateforme. Mais typiquement, on a dû la faire à côté tout en continuant d'utiliser la fonctionnalité qui existait sur notre outil Legacy CRM. Par contre, faire switcher l'ensemble des gens qui utilisaient l'ensemble des services, des applications qui utilisent le CRM, et enfin, les faire switcher sur la nouvelle brique, c'est un travail de titan. C'est facile à la refaire la refaire toute seule dans son coin, cette brique qui gère les personnes, la faire mieux, la faire plus efficace, la faire plus adaptée, ça marche très bien. Par contre, faire switcher tous les gens, enfin tous les autres applications qui utilisent aujourd'hui ces fonctionnalités-là sur le Legacy, sur la nouvelle version, c'est très compliqué, sachant qu'on a un CareYard qui existait à une époque, on a le CRM qui arrive après, on a un site internet qui arrive après sur les ruines du Minitel, donc chacun a sa façon de gérer les personnes et essaye de communiquer avec le CRM. Tu vas dire non, maintenant t'arrêtes, tu vas sur nouveau truc. Eux, dans leur roadmap, c'est très compliqué. Enfin, en gros, c'est pas tout de refaire, c'est comment la complexité, c'est pas de le refaire, c'est de s'intégrer avec le legacy, de continuer à avoir une efficacité opérationnelle tout en rénovant. C'est vraiment c'est un chantier de malade en fait ça. Et puis, tu as ton accompagnement au changement aussi après à prévoir. Ouais, parce que du coup, une nouvelle approche technologique, une nouvelle architecture technologique implique une nouvelle organisation. L'organisation nourrit l'archi et l'archi nourrit l'organisation au final. Et du coup, un truc plus monolithique, c'est du coup des grosses équipes avec des gros cycles de développement. Des petites briques, c'est pas pareil, mais du coup, ça fait changer la tech, changer la façon de bosser. Enfin, c'est un gros chantier. Et ça se fait en cours à la Maïf. C'est un problème d'humain. Enfin, tu ne transformes pas que les outils. Les outils, c'est cool, il faut transformer les C'est ça. derrière, et c'est pas que des humains aussi. Et il y a plein de méthodes héritées de l'ancien, héritées des pratiques précédentes. Moi, je pense à ITIL, qui est, je trouve, je ne sais pas si vous connaissez ITIL. Je déteste ce truc. Et c'est comment je ne suis plus responsable de ce que je fais, c'est un processus qui est à ma place. Ça fait un mal fou. Moi, je viens du monde de la prod et je trouve que des opérations, on dirait maintenant. Mais du coup, je trouve que ce truc-là qui a fait en sorte que c'était plus des gens qui étaient responsables de quelque chose, mais un processus qui fait évoluer un incident sans qu'il y ait personne derrière, ça a fait un mal fou à l'informatique. Mais encore une fois, dans un contexte, ça a été fait à une époque où c'était peut-être judicieux de faire ça. Et changer ça, c'est très dur pour le coup. Comme disait Laurent, c'est des changements humains, c'est très compliqué. Tout à fait. Visiblement, il n'y a plus de questions. J'ai une dernière question, sinon, puis après, s'il y a plus de questions, on pourra libérer tout le monde. Comment on fait quand on est la Maïf? Alors, il se trouve que moi aussi, je travaille dans une société de santé qui fait de la mutuelle, notamment. Du groupe Vive? Ah, pas loin. Oui, c'est ça, groupe Vive. On connaît pas mal le groupe Vive. Oui, je sais aussi. Comment on fait pour rassurer en fait ces acteurs de la santé qui ont, comme tu dis, qui sont des vieilles dames, en disant tiens, moi je vais mettre des choses dans le cloud. Alors même si nous on connaît Clever, que c'est français, que tout ça, qu'il y a plein de garanties, tout le monde n'est pas au courant. Et ça peut faire un peu peur, enfin à mon sens, je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais c'est pas trop compliqué en fait de leur dire ne vous inquiétez pas, on va mettre ça sur du pass, ça va super bien être nickel, et puis vous donner tout ça, notre code et tout ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tu veux dire par rapport à des partenaires extérieurs ou par rapport à des collaborateurs dans l'entreprise? Non, par rapport à l'entreprise elle-même qui est. Alors je pense que vous, c'était peut-être pas le cas, mais souvent quand il y a une grosse culture on-prem en disant c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. Mais c'est très très dur. Mais on revient au changement humain, c'est le changement de culture. Et ça remet en cause des façons. Je sais pas, Mathieu, on l'a essuyé, ça. Et peut-être qu'on s'y est mal pris aussi nous
en n'expliquant pas assez que c'est dans l'intérêt de l'entreprise et que c'est pas parce que on fait différemment qu'on remet en cause ce qui a été fait depuis des années. Parce que forcément, quelqu'un qui est admin système ou qui est responsable d'un data center à la Maïf, aujourd'hui, si tu dis bah non, on va tout foutre chez Clever et chez Azure. Non, mais je trouve que c'est assez. C'est pas simple de lui expliquer qu'il a encore sa place et encore des belles choses à faire. Enfin, son métier va être énormément transformé. Enfin, moi, je comprends que quelqu'un puisse avoir peur, en fait. Mais après, il y a toujours eu des changements. Je me souviens, à la Maïf, il y a des années, il y a des agents de sécurité qui sont devenus techniciens informatiques parce qu'on avait moins besoin d'agents de sécurité et puis qu'il y avait besoin de monde en informatique. C'était dans les années 80. Et les mecs, ils ont fait leur carrière dans l'informatique, ça l'a fait. Et pourtant, au moment que ça arrivait, c'était un truc qui est très difficile à avaler. Mais donc, c'est pas forcément. Enfin, je trouve que la Maïf a cet avantage d'être une boîte qui néglige pas le contexte social et sa responsabilité sociale. C'est au contraire un engagement assez fort à la Maïf. Donc, du coup, une personne n'a pas à craindre pour son emploi parce qu'on change de technologie à la Maïf. C'est pas vrai. C'est pas un... Et si on veut que ça dure, du coup, il faut peut-être changer maintenant d'ailleurs. Si on veut qu'on puisse avoir encore ces avantages-là à la Maïf dans 15 ans, il faut peut-être faire attention maintenant. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, moi, je comprends que les gens aient peur et je comprends que nous, c'est un truc qu'on n'a peut-être pas assez perçu au départ parce qu'on pensait faire bien, on pensait leur dire regardez, c'est trop cool ce qu'on fait. On n'a pas pensé à dire eux, ils vont trouver pas ça cool parce que ça leur dit en gros, ils vont comprendre ça comme putain, on fait de la merde depuis 15 ans, c'est ça qu'ils nous disent, les petits jeunes. Enfin, les petits geeks dans leur coin, là, ils vont nous apprendre à faire de l'informatique alors qu'on fait vivre la Maïf depuis 30 ans. Enfin, mais du coup, nous, on n'a pas perçu ça au départ et c'est sans doute une erreur chez nous. Mais c'est pas simple d'expliquer à tout le monde. Et ça a mis des années à ce que ça soit compris. Mais on continue à mettre un cluster Kubernetes en interne à la Maïf. Enfin, c'est pas pour ça qu'il faut que tout va être révolutionné d'un coup. Et c'est pas si grave au final. Enfin, Ça marche. Merci. Merci beaucoup, 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 parce que je pense que c'est une sacrée, en plus, organisation de préparer un truc comme ça à 3 on a commencé il y a 2 jours. Faut pas le dire, c'est Non, super 3 jours. maîtrisé. 3 jours, j'ai vu les notes de commit, il y a marqué 3 jours sur GitHub. Mathieu a commencé un peu plus tôt, peut-être. Donc voilà, merci Mickaël, très bonne idée, des petits applaudissements, merci encore beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment et que comme nous, ça vous inspire et puis que le partage et toutes ces choses-là autour, que ça reste des choses importantes en 2021 aussi. En espérant qu'on pourra se voir. Oui. Ouais. On fera des rattrapages pour ceux qui n'ont pas pu venir vraiment à la TEDx. On ne l'a pas dit en introduction, mais si vous avez des sujets, si vous voulez nous les proposer par email, on a même un conférence hall qui permet de proposer. Si vous voulez devenir sponsor aussi, on est aussi preneur. On prend aussi. Mais si vous avez juste des idées et pas des sujets, on est aussi preneur. Ça peut toujours orienter nos recherches. Voilà. Ouais. Et puis, sinon, on a envie de vous dire de passer de bonnes fêtes, de prendre soin de vous. D'espérer que la prochaine, peut-être pas la prochaine, mais que dans quelques prochaines, on pourra de nouveau commander pizza et bière et échanger. On a promis à tous nos speakers virtuels que de toute façon, on s'arrangerait pour les réinviter avec un nouveau sujet ou pas, mais en tout cas pour qu'on fasse au moins cette partie d'échange humaine qui nous tient à cœur. Donc merci à tous. Laurent, Mathieu, François, un grand merci. Si vous avez 5 minutes, on peut rester un peu connecté après. Ouais, ça marche. Merci à vous pour l'accueil. Et à tous les autres, je vais dire merci d'être venus, merci d'être restés. Et puis à bientôt. À bientôt. La prochaine, c'est donc en janvier autour de Go. Le 13. Exactement. Portez chance. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.